Wat een genoeg. Quel plaisir de pouvoir vous accueillir à nouveau à la Fondation universitaire. La dernière fois qu'on avait pu le faire, c'était il y a bientôt 3 ans, quand autour de Sander Loonens, qui a annoncé sa présence, je ne le vois pas encore dans la salle, on avait réfléchi ensemble au modèle du confédéralisme, déjà sous la houlette de Karel Verhoeven et Béatrice Delvaux. Et puis est venu le Covid. On avait prévu en mars 2020, on avait prévu une séance rebelle sur le thème de la circonscription fédérale, de nouveau avec Karel et Béatrice, et avec un certain Alexandre De Croo et Jean-Marc Nollet comme introducteurs de la séance. Et puis, 3 jours avant que cela se passe, on a dû se conformer aux instructions fédérales et on a dû annuler la rencontre en question. Alors, il nous a fallu un peu de temps pour nous ressaisir, mais on s'est ressaisi et on s'est mis à organiser des webinars, 8 webinars successifs, et on a découvert quelque chose de formidable, c'est qu'il y avait moyen non seulement d'atteindre un public beaucoup plus large, il y a inévitablement un biais quand on se trouve ici en faveur des personnes qui n'habitent ou qui ne travaillent pas trop loin de Bruxelles. Donc, on pouvait avoir des personnes plus largement dispersées sur notre territoire national. Et puis, on a encore découvert autre chose, c'est qu'il y avait moyen, grâce à Zoom, d'avoir de la traduction simultanée. Alors, on a fait appel à nos étudiants interprètes qui étaient ravis de pouvoir faire un stage à la KU Leuven, à l'UC Louvain, à l'ULB, et on est extrêmement heureux de cette collaboration. Ils sont heureux d'avoir ce stage et nous autres, on est tellement heureux d'avoir leur collaboration pour permettre de fonctionner dans nos 2 principales langues nationales, plutôt que de le faire comme on le faisait habituellement, exclusivement en anglais. Il y a encore des places devant. Alors, donc on a eu ces 8 webinars. Et puis, le semestre dernier, on n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'on a prévu 2 fois un webinar avec la ministre de l'Énergie, Tine van der Straten. Mais comme vous le savez, c'est une ministre qui a été particulièrement assaillie par les urgences au cours des derniers mois et chaque fois, on a dû l'annuler en raison d'une urgence compréhensible de sa part. Et donc, enfin, on se retrouve aujourd'hui pour une session expérimentale puisque pour la première fois, nous essayons de le faire en hybride. Donc, outre les personnes dans la salle, il y a environ 250 personnes qui se sont inscrites pour suivre cet événement à distance. Donc, on est très heureux aussi de les accueillir. Alors, ceci est rendu possible, comme d'habitude, par la Fondation universitaire, que nous remercions chaleureusement, en particulier Momo qui a suivi tout ça sur le plan technique et qui garantit que le hibou qui va suivre les intervenants, que le hibou va nous permettre de retransmettre tout ça à distance sans hic. Donc, c'est du moins ce que nous espérons et nous avons pleine confiance en lui et en Estelle qui, comme d'habitude, suit pour rebelle les aspects plus techniques. Donc, un grand merci à eux. Un grand merci également à nos traductrices, Cynthia, Camille, Victoria, Zoé et Julie, qui nous suivent donc à distance et qui sont en train maintenant déjà de traduire mes paroles. Ik spreek eigenlijk in het Frans en ik zal het in Frans blijven doen, omdat het zoveel gemakkelijker is voor de vertalers als ze niet voortdurend moeten switchen van een taal tot een andere. Dat zal ook voor de andere deelnemers gelden vandaag. Alors, en ce qui concerne la réunion d'aujourd'hui, donc on a choisi de revenir à un thème qu'on a déjà abordé avec Paul Magnette et Sven Gatz, également avec Karl-Heinz Lambers, qui est ce projet d'une Belgique à 4, c'est-à-dire ce projet d'un fédéralisme simplifié, d'un fédéralisme purement territorial, comme dans tous les États fédéraux du monde.
Donc, avec eux, avec les trois politiques, on a déjà réfléchi à cette question. Ils ont chaque fois été interpellés par des collègues universitaires en disant, bon, c'est un beau projet, on voit la motivation, mais il y a un certain nombre de difficultés. Depuis lors, donc ça c'était en mars et en novembre, je crois, de 2021, aujourd'hui nous allons y revenir à la lumière d'une importante contribution qui est un rapport dont Maxime et Manon sont des co-auteurs. Il y a encore d'autres co-auteurs qui se sont efforcés de chiffrer d'une manière précise, rigoureuse, sans rien cacher, ce que seraient les implications d'une régionalisation des compétences communautaires pour la région bruxelloise en particulier, mais bien sûr aussi, ça permet de voir l'implication que ça aurait pour les autres régions. Alors, nous saluons particulièrement cet effort lourd, donc c'est un travail rigoureux, complexe, subtil, et nous saluons aussi le fait que ce rapport ait été rendu public immédiatement. Il y a trop souvent des rapports qui sont commandés par les autorités publiques, et puis en particulier quand on n'aime pas, quand les politiques n'aiment pas ce qu'ils voient dans le rapport, hop, on glisse ça dans un tiroir, extrêmement frustrant pour les chercheurs, et très mauvais pour la richesse du débat public. Dans ce cas-ci, nous devons rendre hommage au ministre des Finances de la région bruxelloise qui avait commandé le rapport, que ce rapport a été rendu public et par conséquent, tout le monde peut y réfléchir, les chercheurs, la société civile, les politiques de la majorité comme de l'opposition, et c'est ça qui rend un débat public intelligent. Donc, nous allons le poursuivre aujourd'hui sous la houlette de Béatrice et de Karl, à qui je cède maintenant la parole, après vous avoir fait une confidence. Le rôle des journalistes, c'est aussi de rendre le débat public plus intelligible pour un large public. Alors, Paul de Grauw, qui va nous rejoindre, et moi, comme d'habitude, nous avons essayé de faire un petit texte à publier dans les deux journaux, en essayant de faire justice autant que possible au travail de l'équipe du DULBA, et en essayant de le rendre. Paul, ik ben precies op het moment dat ik van ons ga spreken. Et donc, on avait essayé de faire ça. On a envoyé ça à Béatrice et à Karl, et Karl nous a dit, niet goed genoeg, hè? Te ingewikkeld, onmogelijk voor een krant. Jullie zullen nog een inspanning moeten maken. Ik denk dat, septembre, ça faisait très longtemps que Paul et moi n'avions plus été busés. Et voilà, alors on a dû se remettre à l'ouvrage pour essayer de simplifier, un peu moins de chiffres, etc. Mais ça fait aussi partie de ce rôle important de notre collaboration entre les politiques, les universitaires, et puis aussi les journalistes, parce qu'un débat public intelligent, c'est aussi un débat public qui est largement partagé. Dus een heel hartelijke dank aan Beatrice en Karl voor de rol die ze spelen. Ook voor het feit dat we eergisteren gebuist werden, wat wel lang niet meer waren geweest. Goedemiddag, dames en heren. Een kleine illustratie van de bescheiden macht van de pers. Even praktisch vandaag. Eerst doen Maxime Fontaine en Manon Fierot van het departement toegepaste economie, DULBA en ULB, doen zij hun studie uit de doeken. 2 keer 10 minuten hebben ze daarvoor. En daarna reageren Paul Magnet en Sven Gat. Eerst Sven Gat, dan Paul Magnet. En daarna is het tijd voor vragen uit de zaal, maar ook voor vragen vanuit de Zoom-meeting. En gebruik daarvoor alsjeblieft van thuis uit de chat. De camera is mij aan het zoeken. Dat kan enkele seconden duren. Gebruik daarvoor van thuis uit de chatfunctie om de conversatie te voeren. Intussen vindt u de vertaling, u bent het gewoon als u van thuis uit bezig bent, vindt u de vertaling onder de wereldbol op het scherm. Dan even de inleiding van het gesprek vandaag. Omdat ik alvast één zaak over de studie, van sommigen wel al zullen gelezen hebben, maar dat ik er alvast één zaak kan over onthullen in de huidige context van het begrotingsdebat, namelijk dat een eenvoudiger België, alvast als het over Brussel gaat, niet per se een goedkoper België wordt. Zonder aan de financieringsmechanismen te sleutelen,
toch bevoegdheden van de gemeenschappen overdragen naar het gewest, dat doet de schuld tegen 2035 met zo'n 20 miljard oplopen. Dus ook deze discussie over staatkundige vereenvoudiging wordt dus heel snel een discussie over geld en dus over macht. Wat denken Paul Magnet en Sven Gatz van de verschillende scenario's die hier op tafel zullen komen om het nakende financieringstekort voor Brussel op te lossen? En wat blijft, zeker in het licht van die ruimere financiering dan, de band tussen Brussel enerzijds en Wallonië en Vlaanderen anderzijds? De band, of noem het de zeggingsmacht, of noem het de controle, want een België met 4 is en blijft toch ook altijd een België van 2+2. En om de context van het gesprek nu nog wat te duiden en om het geheugen wat op te frissen, spoel ik nog even terug naar het vorige seminarie van 22 april 2021, toen Paul Magnet en Sven Gatz hier in dit forum al een eerste gedachte deelden. Ze toonden zich toen grote voorstanders van een België met 4. Het is een uitweg uit de binaire logica, pleitte Paul Magnet toen, weg uit de zero-sum game van de institutionele debatten die onze staatsstructuur onleesbaar, en dat zijn letterlijk citaten, onleesbaar, obscuur en te complex hebben gemaakt. Een bevrijding uit de beknelling van communautaire gesprekken die in België altijd weer gaan over het transfer van bevoegdheden van het federale naar de deelstaat of omgekeerd. Altijd diezelfde eenrichtingsverkeer. Nooit dat onder elkaar, dat horizontale. En dat nieuwe gesprek, en dat zei Sven Gatz, wordt nu mogelijk omdat Brussel veranderd is. Omdat er een nieuwe samenhorigheid gegroeid is, een nieuw bewustzijn. En daarom wil Gatz als Vlaming zijn nek ook uitsteken, zei hij, en pleiten om onderwijs en cultuur naar het gewest over te dragen. Weliswaar, dan komen we ook aan die band, met behoud van een band met Vlaanderen via een intermediair agentschap, of hoe het ook mag noemen, om alvast niet iedereen in Vlaanderen ongerust te maken. Maar, er was al meteen een maar, dat wordt een gesprek op lange termijn, dat voorspelden ze beiden. Paul Magnet kaderde dat toen nog in de grote ambitie van de Vivaldi-regering, die, herinner u, België tegen 2030 op orde ging zetten qua klimaat, qua werkzaamheidsgraad, qua pensioen en qua staatsstructuur. Dus dat kaderde daarin. En Sven Gatz zei toen in 2021 dat het debat op gang zou komen in het voorjaar van 2022, na de COVID-crisis en wanneer de economische relance plaatsvond. Sterker nog, Open VLD zal kunnen samenwerken met de MR. Zo snel kan het gaan in de politiek. En Paul Magnet die keek al verder. Hij temperde de verwachtingen toen al. En ik citeer, misschien zal er geen staatshervorming komen in 2024, omdat we vaststellen dat de standpunten vreselijk ver uit elkaar liggen. En dan is de status quo, ondanks alles, niet de slechtste zaak. Kortom, als ik dat dan vertaal, de Franstaligen zijn niet meer de mandeur de rien, maar de staatshervorming op zich is zeker geen doel. Dat is wat Paul Magnet voortdurend herhaalt. Geen doel op zich, kwestie van niet de indruk te wekken, de ideale gespreksmacht te worden van de N-VA, denk ik, als journalist. Een jaar later, ik ben bijna klaar met mijn scènezetting, een jaar later, in juni 2022, dus een paar maanden geleden, verstrakte Paul Magnet die positie nog verder. De gelegenheid van het 12e congres van de PS besloot hij dat een 7e staatshervorming wenselijk nog noodzakelijk is. En dan een citaat uit Le Soir. We hebben op dit moment de hefbomen in handen voor wat we willen doen. We willen geen staatsverandering, we willen dat de staat dat haar opdracht voluit vervult. En hij stelde toen ook nadrukkelijker wat hij op het seminarie al had meegegeven, dat een federalisme met 4 geenszins de solidariteit tussen Brussel en Wallonië mag verzwakken, dat de federatie Wallonie-Bruxelles sterk moet blijven, dat als nationalisten in Vlaanderen eenzijdige onafhankelijkheid willen uitroepen, dat ze dan zonder Brussel zullen moeten doen. Benieuwd hoe hij dat nu, met de financiële cijfers in de hand, verder politiek wil uitwerken. We zijn dus, tot slot, dames en heren, een heel eind verwijderd van dat oorspronkelijke voluntarisme waarin wij ook onze overwegingen begonnen van de federale regering om tegen 2024 een nieuwe staatshervorming voor te bereiden. Maar daarmee hoeft het gesprek helemaal niet te stoppen. Want in het vorige seminarie erkende Paul Magnet ook dat het institutionele zich soms onherroepelijk aan de politiek opdringt. En dan ben je natuurlijk beter voorbereid. Beatrice? Voilà, moi je vais être la gardienne de l'horloge, je vais vérifier que tout le monde ne parle pas plus que le temps est parti et que vous aurez le temps de vos questions ici à la fois et chez vous devant votre écran. Donc pour la bonne compréhension, je vais rapidement repasser en revue les intervenants.
Donc, Maxime Fontaine, d'abord Manon Pierrot, c'est elle qui prendra la première la parole. Maxime Fontaine, qui tous les deux donc, travaillent pour le DULBA. Ils préciseront aussi que l'étude qu'ils ont faite a été faite en collaboration avec 2 autres institutions. Et on a Paul Magnette, président du Parti socialiste, Sven Gatz, ministre des Finances, du Budget, de la fonction publique, de la promotion du multilinguisme en région bruxelloise. Toujours OpenVLD, on n'aura pas de coup de fil pour parler d'un transfert quelconque, non? Ce n'est pas d'actualité, ne nous surprenez pas. Voilà. Et donc, les acteurs sont en place, on va leur céder la parole. Ils vont faire, je pense aussi, un effort réel d'aider à la compréhension, tout en sachant que les 2 jeunes chercheurs qui sont là ont quand même du mérite parce qu'ils ont plongé dans une matière extrêmement compliquée, mis toute leur jeunesse et leur dynamisme au service d'une nouvelle architecture belge et de nous aider peut-être à nous simplifier tous la vie, ou en tout cas celle de ceux qui vont nous suivre. Et donc, Manon, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Je ne sais pas si notre rapport simplifie forcément quelque chose, mais c'est avec plaisir qu'on vous la présente aujourd'hui, avec donc Maxime, mon collègue. Et comme le disait Madame Delvaux, cette étude a été réalisée, coécrite avec le centre de recherche, le CERP de l'Université de Namur et le Tax Institute de l'Université de Liège. Et il avait pour but, ce rapport, de répondre à une question centrale. Quelles seraient les conséquences d'une suppression des communautés pour le financement de la région de Bruxelles-Capitale? Juste pour comprendre cette question, parfois, quand on n'est pas familiarisé avec le contexte belge, c'est un sacré défi. Et donc, je vais d'abord revenir sur quelques éléments de contexte pour comprendre le point de départ de cette étude. Donc, en Belgique, comme... Pardon, ça ne marche pas. Ouais, désolée. Désolée. Et sans slide, ce sera un petit peu compliqué. Voilà. Est-ce qu'on peut vérifier le chat aussi en même temps? Les joies des innovations hybrides. Super. Merci beaucoup. Donc en Belgique, comme on en a parlé, on a un double découpage, ce qui est unique dans un État fédéral. On a à la fois des régions, région wallonne, flamande, région Bruxelles-Capitale, et des communautés flamandes, françaises, germanophones, qui sont dues à un processus de décentralisation, à des volontés différentes au nord, au sud du pays. Bref, un compromis. Pardon. Je suis désolée, ça ne marche toujours pas. Oui, ah voilà. Pardon. Donc, comme je le disais, le résultat d'un compromis, ce qui fait qu'à Bruxelles, on a la présence de nombreuses institutions, la région de Bruxelles-Capitale, les 2 communautés flamandes et françaises, et en plus de ça, les 3 commissions communautaires, communes, françaises, néerlandaises. Ces régions et ces communautés, au départ, ont des compétences très clairement définies, 2 domaines de compétences distincts. Les communautés sont responsables pour les matières liées aux personnes, donc l'enseignement, la culture, la santé, etc. Tandis que les régions sont compétentes pour tout ce qui a trait au territoire, l'aménagement du territoire, le logement, l'environnement, etc. Donc, à première vue, une répartition des compétences relativement symétrique entre les 2 types d'entités. Néanmoins, on a assisté en Belgique à des transferts d'exercices de compétences entre différentes institutions qui ont mené à une asymétrie dans la répartition des compétences, notamment sur le territoire de Bruxelles. Au nord du pays, la région flamande a transféré l'entièreté de l'exercice de ses compétences à la communauté, ce qui fait qu'on a une seule institution qui a un parlement, un gouvernement, un budget fusionné, tandis qu'au sud du pays, on a pris une autre voie et on a conclu des accords intra-francophones et intra-wallons, avec notamment un rôle plus important de la COCOF à Bruxelles que de la VGC, par exemple. Et donc, la situation à Bruxelles aujourd'hui, c'est pour les matières régionales, la région de Bruxelles-Capitale qui est compétente, et pour les matières communautaires, la communauté flamande, la communauté française, 3 commissions communautaires, et la région de Bruxelles-Capitale pour quelques petites compétences culturelles très spécifiques. Et puis, évidemment, on a la présence de l'autorité fédérale, comme partout sur le territoire belge, et d'autant plus à Bruxelles, à cause du rôle de capitale de la ville de Bruxelles. Et tout ça s'inscrit dans un climat de potentielles réformes. Alors, pas forcément en 2024, comme on l'a mentionné aujourd'hui,
Mais c'était prévu dans l'accord de gouvernement de 2020, hein, une nouvelle structure de l'État à partir de 2024 avec une répartition plus homogène et plus efficace des compétences. Et donc ce rapport-ci, il s'inscrit dans cette volonté de réformer la Belgique, de repenser sa structure, et il s'inscrit dans cette piste dont on parle beaucoup, le modèle à 4 régions. Ce modèle est proposé comme une réponse à la complexité de la structure belge. Donc, en faisant table rase du double découpage qu'on connaît actuellement, on simplifierait la structure. On aurait tout simplement la Wallonie, la Flandre, Ostbelgien et la région de Bruxelles-Capitale, chacun avec son autonomie sur toutes les matières concernées, aussi bien personnalisables que liées au territoire. Et l'étude que nous avons réalisée ici, elle cherchait à estimer les implications pour la région de Bruxelles-Capitale d'une régionalisation accrue, comprenez suppression des communautés et mise en place d'un modèle à 4 régions. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté d'estimer les conséquences budgétaires pour les institutions bruxelloises sur la période 2025 à 2035 d'un transfert de ces compétences. On a également abordé les implications juridiques et institutionnelles. Elles figurent dans le rapport, mais on ne reviendra pas dessus aujourd'hui. C'est notamment tous les articles de la Constitution qu'il faudrait modifier pour parvenir à un tel modèle. C'est également assez intéressant. Et donc maintenant, je vais rentrer dans les hypothèses pour que vous puissiez comprendre d'où viennent nos résultats et qu'est-ce qu'ils représentent exactement. Donc ça, c'est le modèle actuel, schématisé. On n'a pas remis la communauté germanophone sur ce schéma puisque, en ce qui concerne la région de Bruxelles-Capitale, ce n'est pas pertinent. Donc vous avez la communauté flamande qui exerce pour le moment toutes les compétences de la région flamande, la communauté française, région de Bruxelles-Capitale, région wallonne, 3 commissions communautaires. Ça, c'est le modèle tel qu'il existe. Et ça, c'est le modèle tel qu'on l'envisage dans notre rapport. Une suppression complète des communautés et des communautés qui transfèrent donc l'entièreté de leurs compétences et de leur budget à la région flamande, à la région de Bruxelles-Capitale et à la région wallonne. Alors, petite particularité, dans le rapport, on a 2 scénarios. Dans le premier scénario, on a une seule entité fusionnée bruxelloise avec une fusion de tous les budgets qui reprend aussi bien région de Bruxelles-Capitale, COCOM, COCOF et VGC qui reçoit toutes ces nouvelles compétences. Dans un autre scénario, on a imaginé que ce serait la COCOF qui recevrait toutes les compétences transférées depuis la communauté française et la VGC qui recevrait toutes les compétences transférées depuis la communauté flamande. Ça permettrait, cette configuration, de tenir compte d'une volonté de continuer à exercer les compétences de manière distincte selon la langue sur le territoire de Bruxelles. Alors, je continue dans les hypothèses. Donc, qui dit suppression des communautés, dit suppression des institutions communautaires et transfert de compétences. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le transfert des budgets communautaires. Un budget, globalement, c'est 3 volets. Des dépenses, des recettes et de la dette. Et donc, c'est ces 3 volets, aussi bien pour la communauté flamande que pour la communauté française, que nous avons cherché à transférer. Nous avons cherché à calculer à chaque fois la part que l'on pouvait attribuer de ces volets à Bruxelles. Et pour ce faire, on a dû de nouveau poser des hypothèses sur lesquelles je vais revenir brièvement tour à tour. Au niveau de la répartition des dépenses, on a pris une hypothèse territoriale. Donc, on a imaginé que chaque région devenait compétente pour effectuer les dépenses liées à son territoire. Par exemple, Bruxelles devient compétente pour financer tous les musées bruxellois, toutes les écoles bruxelloises. Elle ne finance plus aucun musée ou aucune école située en Flandre ou en Wallonie. Idem pour les autres régions. On a également fait une hypothèse sur la population bruxelloise au niveau de la répartition linguistique. Et là, on a pris en fait la répartition qui est utilisée aujourd'hui dans certains textes de loi, qui est de considérer que 80% de la population bruxelloise est francophone et 20% est néerlandophone. Et grâce à ces chiffres, on a réparti toute une série de dépenses. Il y a 2 domaines dans lesquels nous n'avons pas procédé avec une approche territoriale. Il s'agit de l'enseignement supérieur et de la recherche et de tout ce qui concerne RTBF et VRT. Pourquoi? Parce qu'on constate là des effets de débordement importants, c'est-à-dire que la dépense qui est effectuée bénéficie à une population bien plus large que celle qui se trouve sur le territoire. Prenons le cas des universités. Les universités bruxelloises accueillent un nombre important d'étudiants wallons et d'étudiants flamands. Et donc là, on a plutôt imaginé une gestion conjointe et un financement du coup des 2 régions qui financeraient à hauteur du nombre d'étudiants provenant de leur territoire, de la localisation de l'audimat dans le cas des médias. En ce qui concerne les recettes, il faut savoir que la majeure partie des recettes actuellement des entités fédérées est déterminée par la loi spéciale de financement. C'est elle qui fixe
toutes les modalités de financement, aussi bien des régions que des communautés. Et nous avons fait l'hypothèse que cette loi serait maintenue dans ses mécanismes, ses montants, ses équilibres, ce qui veut dire pas d'impact pour le fédéral. Et donc, la seule chose, c'était beaucoup de calculs, mais ici, ce que nous faisons, c'est que nous adaptons les répartitions pour tenir compte de la présence de la région de Bruxelles-Capitale dans les dotations envoyées aux communautés. Et les autres recettes qui sont marginales ont été réparties de la même manière que les recettes, que les dépenses. Pardon. Enfin, on a la répartition de la dette. Je vous disais, 3 volets. On arrive au dernier volet avant de pouvoir vous présenter nos résultats. Et la dette, nous avons choisi de la répartir selon une approche prospective. Une approche prospective, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est répartie sur la base des recettes qui seront transférées au cours des 10 années suivantes. C'est intéressant parce qu'on aurait pu aussi faire le choix de chercher à trouver l'historique de cette dette, savoir qui l'avait engendrée et la répartir sur cette base-là. Ici, ce n'est pas le cas. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit au plus une entité va percevoir de nouveaux moyens, au plus elle va supporter une charge importante de la dette existante. Les charges d'intérêt qui sont donc liées à cette dette sont réparties exactement de la même manière à partir de l'année 2025. Et donc, pour la suite de l'exposé, je vais laisser mon collègue Maxime Fontaine vous présenter nos résultats. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être aussi respectueux du temps que Manon. Je vais vraiment essayer de ne pas vous assommer aussi de chiffres. Je pense que cette première partie était très, très importante. Donc, on est beaucoup revenu sur les hypothèses. Et en fait, ces hypothèses, il faut bien garder en tête qu'elles ont joué un rôle majeur. Donc, tous les chiffres que je vais ici vous présenter sont basés sur ces hypothèses. On n'a pas pu développer complètement, mais en tout cas dans les grandes lignes. Ici, pour prendre ce premier exemple, il faut savoir que cette étude a été menée lors du 2e semestre 2021. Donc, nous nous sommes basés sur les budgets 2021. Donc, on sait que depuis 2021, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ici, on a pris en compte l'inflation telle qu'elle était prévue au mois d'août 2021. Donc, vous vous doutez bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé depuis lors. D'autre part, on a aussi fait un certain nombre de projections à ce moment-là, décisions inchangées. Donc ici, il faut bien que je le précise, je pense, c'est que depuis lors, le gouvernement bruxellois a pris un certain nombre de décisions qui n'ont pas été prises en compte. Et donc, voilà, je réinsiste fortement sur ce point-là. Ici, tous les résultats que je vais vous présenter sont relatifs au scénario de base, donc c'est-à-dire une fusion de toutes les institutions, donc RBC, COCOF, COCOM et VGC. Le tableau que vous avez ici devant les yeux, c'est le tableau de cette nouvelle entité bruxelloise. Ce sont les projections estimées de 2025 à 2035. Donc, vous pouvez voir que nous estimons qu'en 2025, les recettes de cette nouvelle entité bruxelloise seront d'un petit peu moins de 7 milliards pour des dépenses de 8,5 milliards. Donc, nous sommes à un solde de financement à financer d'environ 1,6 milliard. Ce solde va empirer selon nos projections jusqu'en 2035 pour atteindre 1,8 milliard avec un déficit qui est principalement imputable à la région de Bruxelles-Capitale et donc moins à la COCOM, à la COCOF et à la VGC. Au niveau de la dette, en 2025, nous estimons qu'elle sera aux alentours de 14 milliards. Et donc, lorsqu'on fait le ratio entre la dette, de la dette sur les recettes, à ce moment-là, donc en 2025, nous sommes à environ 202%, ce qui représente donc une dette qui est du double des recettes. On voit qu'au fur et à mesure du temps, ça va augmenter pour atteindre en 2035 331%. Donc, si on n'avait rien changé en 2021, on aurait une dette estimée en 2035 qui représente plus de 3 fois les recettes de cette nouvelle entité bruxelloise. Alors, une fois qu'on applique cette réforme, donc on va s'intéresser bien sûr aux communauté. Au niveau de la communauté française, la première partie du tableau montre la situation estimée donc en 2021. Donc, on voit qu'ici, on a un déficit de 1,4 milliard pour la communauté française en 2025, qui ira jusqu'à 1,5 en 2035, pour une dette propre en 2024 de 14 milliards. Maintenant, évidemment, la question qu'on va se poser, c'est que se passera-t-il si on transfère les recettes et les dépenses et donc aussi ensuite là, le déficit? Eh bien, on peut voir que nous estimons qu'en 2025, selon toutes les hypothèses qui vous ont été présentées, que les recettes seraient transférées à la région à la nouvelle
entité bruxelloise à hauteur de 22,1% pour un transfert de 24,2% des dépenses. Donc, on voit qu'on transfère davantage de dépenses que de recettes en 2025. Selon nos estimations, ce transfert est relativement stable dans le temps, baisse un petit peu tant au niveau des recettes que des dépenses, mais on reste quand même globalement autour de 22% de transfert de recettes et de 24% de transfert des dépenses. En termes de montant, ça représente 2,6 milliards en 2025 pour les recettes et 3,1 milliards en termes de dépenses, et ce qui donne donc un solde que la communauté française transférerait, donc la disparition de la communauté française impliquerait de l'ordre de 570 millions en 2025 et qui atteindrait 663 millions en 2035 et donc qui serait transféré à cette nouvelle entité bruxelloise. La dette transférée, elle, serait de 3 milliards environ, donc en 2025. Alors, si on s'intéresse à la communauté flamande, on voit que les estimations qui sont faites montrent également un déficit en 2025, donc de 4,5 milliards, qui passerait à 5 milliards en 2035. Alors, ça peut paraître étonnant vu les bons chiffres présentés dans la presse souvent, disant que la Flandre a effectivement des finances publiques plus saines. Ceci est dû, comme ça a été dit, au fait que nous avons dû enlever la communauté flamande de la région flamande. Donc, nous avons dû couper le budget flamand en deux, avec un certain nombre d'estimations assez complexes, n'est-ce pas? Et nous sommes arrivés donc, en fait, que la communauté flamande a un déficit qui est relativement élevé et donc qui est compensé par la région flamande. Alors, à partir de ce moment-là, quel va être le transfert si la communauté flamande disparaît? On voit qu'on aura un transfert de recettes de 2,3% donc du total qui représente 601 millions d'euros en 2025 et un transfert des dépenses de 3,6%, donc nettement plus élevé, qui représente 1,1 milliard de dépenses en 2025. Et donc, avec un déficit estimé à 508 millions en 2025, qui monterait à presque 700 millions en 2035. Pour une dette transférée, elle, beaucoup plus faible, de 387 millions. Ce qui nous amène un petit peu à sortir là des tableaux pour voir des graphiques. Vous voyez dans le graphique de gauche, sur base donc de toujours ce scénario de base de fusion de toutes les institutions, avec également une hypothèse d'harmonisation à la hausse, ça c'est important, des barèmes de l'enseignement francophone bruxellois, qui est plus faible actuellement que les barèmes de l'enseignement néerlandophone. Et donc, ce qu'on a choisi, c'est de monter tout le monde au même niveau. Donc ça, évidemment, ça a une influence à la hausse sur les dépenses à Bruxelles. Donc, on voit qu'en 2025, les dépenses qui seraient à ce moment-là transférées représenteraient environ 4 milliards, tandis que, donc ça, à la fois de la communauté française et de la communauté flamande, représenterait environ 4 milliards, tandis que les recettes associées ne représenteraient que 3 milliards, et donc, logiquement, on aurait un solde net à financer, donc un déficit d'environ 1 milliard, qui augmenterait progressivement dans le temps, parce que les dépenses évoluent plus rapidement que les recettes, pour atteindre près de 2 milliards en 2035. On voit qu'une fois qu'on a fait le transfert en 2025, ça améliore plutôt le ratio dette-recettes pour la première année parce qu'on transfère moins de dettes que l'on transfère de recettes. Par contre, très vite, ça empire pour atteindre en 2035, là, plus un rapport supérieur à 3, comme vous vous rappelez. Donc, la dette estimée de la région de Bruxelles-Capitale, enfin de l'entité bruxelloise, serait 3 fois plus élevée que ses recettes, avec l'intégration ici donc de ces nouvelles compétences. On serait plus proche de 4 fois. Pardon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu, donc on a des déficits qui sont à ce moment-là transférés. Donc, on a vu qu'il y avait environ 571 millions qui étaient transférés de la communauté française vers l'entité bruxelloise et 508 millions de la communauté flamande. Mais en réalité, nous avons fait un exercice supplémentaire qui vise à déterminer quelle est la part dans ces deux déficits transférés du déficit proportionnel, c'est-à-dire juste le déficit de la communauté française qui est là, qui existe, du déficit de la communauté flamande qui est là et que l'on transfère.
Et donc, on voit ici que celui-là représente plus de 50% en communauté française, alors qu'il représente seulement 20% en communauté flamande. À l'inverse, les déficits spécifiques, c'est-à-dire les déficits liés à nos hypothèses de dépenses sur Bruxelles, on voit que dans ce cas-là, nous avons fait un déficit, donc nous avons calculé quelles seraient les dépenses donc à Bruxelles et les recettes, et on voit que les dépenses sont plus élevées par rapport aux recettes dans le cas de la communauté flamande que dans le cas de la communauté française. En français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à ce stade, la communauté flamande a davantage tendance à surinvestir à Bruxelles. C'est-à-dire qu'elle investit davantage que la part qu'on pourrait attendre de personnes néerlandophones à Bruxelles. Et cela, quelle que soit la clé. Donc, même si on garde la clé 80-20, c'est plus. Et donc, tout ça, évidemment, en cohérence avec certaines communications qui ont lieu, voulant que la Flandre estime qu'elle doit investir à hauteur de 30% à Bruxelles. Décidément. Donc, comme vous le voyez, la situation est plutôt négative pour les finances publiques bruxelloises, ce qui nous a amené à nous poser un certain nombre de questions, notamment sur l'impôt sur le revenu. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, il est prélevé à 3 niveaux de pouvoir différents. Donc, le premier niveau, c'est au niveau fédéral, mais il faut savoir aussi que 55% de toutes les recettes prélevées à ce niveau-là est reversé aux régions et aux communautés sous forme de dotation. Donc le deuxième prélèvement a lieu via les régions pour 21%, et enfin le troisième prélèvement a lieu pour 7% par les communes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a été étudier ça? Parce qu'à ce stade, il y a un constat que nous devons faire, c'est que dans la répartition de cet impôt sur le revenu, la part bruxelloise apparaît comme relativement faible, donc de l'ordre de 8,5%. Alors que sa population dans la Belgique entière représente 10,6%. Alors, cela s'explique par plusieurs raisons assez diverses et complexes, notamment le fait qu'on a beaucoup de fonctionnaires européens et internationaux de manière globale, que, évidemment, le chômage est plus élevé que dans les autres régions et donc il y a des recettes d'IPP qui sont plus faibles, mais aussi qu'il y a un faible taux d'emploi, notamment lié au fait qu'il y a beaucoup d'enfants, d'étudiants, qui fait qu'il y a un certain nombre de recettes qui ne peuvent pas être prélevées par rapport à sa population. Mais à l'inverse, Bruxelles fournit énormément d'emplois à la Belgique, fournit énormément d'activités économiques. Il faut savoir que 50% des travailleurs à Bruxelles ne viennent pas de Bruxelles, mais viennent de Flandre et de Wallonie. Et puis, alors, il y a un certain nombre de spécificités comme multicapitale, capitale européenne, capitale belge, capitale d'ailleurs flamande, qui fait qu'il y a un certain nombre de dépenses supplémentaires. Donc, l'idée ici du scénario alternatif que nous avons voulu faire, c'est justement prendre en compte ces différentes spécificités, avec ici, je vous montre dans ce tableau-ci, donc j'avais dit, on était à 8,5% de recettes d'impôt sur le revenu à Bruxelles. Ça, c'est dans le système actuel où on prélève l'impôt au lieu de domicile et non pas au lieu de travail. Si maintenant on décidait de prélever l'impôt sur le revenu au lieu de travail, on passerait de 8,5% à 13,1%. Donc on voit que c'est une augmentation très forte et qui dépasse donc les 10,6% de la part de Bruxelles dans la population totale. On voit que ça toucherait tant la Flandre que la Wallonie, avec des diminutions en points de pourcentage de 2,5 et de 2,1 points de pourcentage. Alors, donc, nous avons fait cet exercice. Si vous vous rappelez, donc, la nouvelle entité bruxelloise était en déficit d'environ 1 milliard, donc avec la disparition des communautés. Ici, en intégrant donc une répartition de l'impôt au lieu de travail plutôt qu'au lieu de domicile, on arrive à une amélioration de ce solde de 823 millions. Qui se répartit évidemment avec un meilleur prélèvement de l'impôt au niveau régional de 619 millions et une répartition des recettes en provenance du fédéral qui sera aussi donc évidemment meilleure. Mais attention, et ça c'est le point d'attention je dirais, il y a aussi un certain nombre d'aides qui disparaîtraient.
notamment le mécanisme de solidarité nationale qui veut que 80% de la différence entre l'impôt sur le revenu et la population soit compensée. Donc, actuellement, la région bruxelloise en bénéficie, la région wallonne aussi. Demain, si Bruxelles prélève l'impôt sur le revenu au lieu de travail, il n'en bénéficierait plus et donc perdrait pour Bruxelles 429 millions. De la même façon, la dotation NAFTER, actuellement de 44 millions, n'aurait plus vraiment de sens puisque justement l'impôt serait prélevé au lieu de travail et donc prendrait en compte le fait qu'un certain nombre de personnes travaillent à Bruxelles. Alors, on a régler cette question, c'est aussi poser la question, est-ce que l'impôt sur les sociétés pourrait être une source de financement pour Bruxelles qui serait plus respectueux justement de ses spécificités? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'impôt des sociétés est un impôt purement fédéral, donc actuellement, on n'a pas de répartition, on n'a pas d'utilisation régionale de cet impôt. On ne redistribue aucun euro du produit de l'impôt aux régions. Mais ça n'empêche qu'il y a un certain nombre de réflexions sur ce point, notamment actuellement au Parlement flamand, où il y a une réflexion sur une décentralisation de ces impôts. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, on s'était déjà posé la question en 2010, avant la 6e réforme de l'État, comme vous pouvez le voir juste ici. Alors, on n'a pas fait d'estimation d'un transfert de cet impôt. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a un certain nombre de problèmes liés à un transfert de cet impôt. Mais pour ça, il faut bien comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, aujourd'hui, si on devait faire une base pour l'impôt des sociétés, il y a globalement 2 concepts qui pourraient être pris en compte. D'une part, savoir où est le siège social de toutes ces sociétés. Et donc là, on voit donc que ça, c'est le lieu d'enregistrement. Mais qui évidemment est très facilement modifiable, puisque si vous avez une société qui se trouve à Bruxelles, si vous voulez la faire passer en Flandre, c'est évidemment très très simple. D'autre part, vous avez le siège d'exploitation. Là, c'est la localisation réelle de l'activité. Là, c'est plus compliqué. C'est pas parce que c'est pas plus compliqué que c'est pas faisable, mais en tout cas, c'est vrai que ce serait un petit peu plus difficile de faire bouger une partie de l'appareil de production ou les emplois. Alors, comme on le voit dans ce tableau, c'est plutôt intéressant pour Bruxelles. Donc, on passait avec l'impôt sur le revenu d'une clé au lieu de travail donc, de 8,5 à 13%. Si ici, on répartit le produit de l'ISOC au siège d'exploitation, on passe à 16,4% pour Bruxelles. Et si on répartit ce même produit avec le siège social, on passe à 26,6%. Vous voyez que cela touche principalement la région wallonne qui verrait sa part par rapport à la population passer de 31,7 à 14,8. Donc là, on est presque à la moitié. Donc vous voyez déjà les conséquences possibles de cette question. Alors, j'en finis ici avec l'ISOC avant de conclure. Sous quelle forme, évidemment? C'est-à-dire que, comme ce n'est pas transféré pour l'instant, on transférerait comment? Donc, on pourrait le transférer en permettant aux nouvelles entités d'avoir une autonomie fiscale. Alors, ce serait évidemment un levier supplémentaire pour mieux adapter cet impôt aux réalités flamandes, wallonnes et bruxelloises, mais ça créerait un certain nombre de problèmes, notamment une certaine concurrence qui serait évidemment très forte, c'est-à-dire qu'une région serait tentée de baisser fortement son impôt pour attirer toutes les entreprises qui sont dans les autres régions, qui amèneraient les autres régions à faire de même pour arriver, si on va vraiment jusqu'au bout du processus, un impôt de 0 qui serait évidemment sous-optimal. Alors, il y a aussi un autre problème dont on ne parle pas souvent, mais c'est que l'impôt des sociétés est relativement volatile, c'est-à-dire qu'il augmente très fort et il baisse très très fort en fonction de la conjoncture économique, ce qui créerait un certain nombre de problèmes pour mon voisin ministre du budget qui devrait imaginer un budget pour le futur avec un impôt qui évidemment augmente et baisse très très fortement. Alors, d'autre part, on pourrait faire une dotation qui réglerait un certain nombre de ces problèmes, mais évidemment pas tous. Alors, la question, c'est financer quoi? Est-ce qu'on remplace un financement existant par un impôt des sociétés, mais alors, par rapport aux équilibres qui ont été trouvés dans la 6e réforme, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un nouveau transfert de compétences, mais on fait quel transfert? Et enfin, est-ce qu'on refinance un certain nombre d'entités en difficulté
Alors là, évidemment, la question, c'est comment est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on le ferait? On sait que, donc, on a vu que la communauté flamande et la communauté française ne vont pas bien. Est-ce qu'on le ferait? Mais on le ferait comment? Et puis surtout, avec quelle capacité au niveau fédéral, qui a déjà, comme on l'a vu dans la presse ces temps-ci, quelques problèmes budgétaires. Ce qui m'en amène aux conclusions. Désolé d'avoir été un peu long. Donc, on est globalement dans une situation, comme je l'ai dit, plutôt défavorable à Bruxelles d'un point de vue budgétaire, même en intégrant des scénarios alternatifs qui seraient plus favorables à Bruxelles. Donc, on voit qu'on reste quand même avec un déficit sur toute la période. Alors, il est quand même très intéressant de relever que cette part du déficit transféré est quand même attribuable proportionnellement beaucoup plus à la Flandre qu'à la communauté française, donc qu'à la communauté flamande qu'à la communauté française, alors que même si on estime qu'il y a 20% de personnes néerlandophones à Bruxelles, on est à presque 50-50 en termes de déficit transféré. Alors, je réinsiste encore une fois sur l'importance des hypothèses retenues. Ici, on n'a pas tenu compte des économies d'échelle qui pourraient être faites. On n'a pas tenu compte de décisions qui pourraient être prises, notamment par la nouvelle entité bruxelloise qui pourrait décider de ne plus financer un certain nombre de compétences communautaires qui ne lui seraient plus utiles. Et donc, à ce moment-là, on pourrait avoir un déficit beaucoup plus faible. Enfin, rien n'empêche aux autres régions de continuer à investir à Bruxelles. Bruxelles, aujourd'hui, on a vu, il y a un surinvestissement de la communauté française et de la communauté flamande. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la vitrine. Donc, les étrangers viennent à Bruxelles en premier lieu, et donc c'est la vitrine, et donc toute la culture flamande et francophone a évidemment tout son sens à se retrouver en vitrine, tout comme je vois mal tous les fonctionnaires flamands qui se trouvent à Bruxelles repartir en Flandre. Ce serait évidemment un certain nombre de choses qui n'est pas évident. Ça peut se faire, mais ce n'est absolument pas sûr, et donc il ne faut pas oublier que ce déficit prévoit que les communautés n'investiront, les nouvelles régions wallonnes et flamandes n'investiraient absolument plus à Bruxelles, ce qui n'est absolument pas certain. Merci beaucoup. Alors, merci Manon, merci Maxime. Évidemment, la question qu'on vous pose à tous les deux, Paul Magneté et Sven Gatz, c'est est-ce que ce rapport finalement achève de vous convaincre qu'il ne faut pas le faire, ou en fait vous pousse un peu plus loin dans l'idée que c'est possible et qu'une fois qu'on a les chiffres, le handicap majeur qu'on voyait à la fin de la dernière session est gérable, aménageable. Est-ce que finalement l'éclairage universitaire vous a aidé à trouver des solutions ou au contraire à remettre l'idée au frigo? Sven Gatz. Ja, dankjewel. Dames en heren, goedenavond en bedankt voor de uitnodiging. Ik zal te behoeve van de vertalers enkel in het Nederlands praten, dat maakt het voor hen iets makkelijker. En ik zal dus, zoals gevraagd, enkele overwegingen en enkele voorlopige conclusies en positioneringen met u delen op basis van de studie. Voor ik dat doe, waarom heb ik als minister van Financiën deze studie besteld? Ten eerste wilde ik uit het voorzorgsprincipe weten wat als we naar een België met 4 gaan en de gemeenschappen zouden geïntegreerd worden, letterlijk en figuurlijk in het Brussels gewest. Het is goed om het te weten, beter dan het niet te weten. En 2, er is natuurlijk een discussie die blijft voortduren over de centrumpositie van het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn juste retour of niet. Ik ga straks daar wat dieper op in. Wat zijn argumenten voor ons om, laten we zeggen, bijkomende middelen te kunnen claimen? Hè? Want net zoals mijn collega links van mij, het Waalse gewest en het Brusselse hoofdstedelijk gewest ne sont demandeurs de rien, mais. Hè? En dus vandaar dat we toch een aantal pionnen op het schaakbord zetten om te zeggen, wat weten we nu meer met deze conclusies en wat kunnen we doen? Ik wil toch ook nog even stilstaan bij een aantal zaken die de onderzoekers gezegd hebben en die nog eens extra in de verf zetten. Er zijn een aantal aannames in de studie die niet onbelangrijk zijn. Hè. Er zijn 2 grote aannames. Ten eerste, het gaat over ongewijzigd financieel beleid. En ten tweede, de bijzondere financieringswet wordt niet gewijzigd. Wat bedoel ik met ongewijzigd financieel beleid? De onderzoekers hebben natuurlijk terecht de financiële tabellen en ook de tekorten van het hoofdstedelijk gewest op dit ogenblik en de constante uitgaven geëxtrapoleerd tot 2035. U mag niet vergeten, wij hebben sedert de aanslagen in Brussel en Tunnelgate, de stukken beton die naar beneden kwamen in de Brusselse tunnels, ervoor gekozen om vanaf 2017 tot het einde van deze legislatuur
jaarlijks 500 miljoen supplementair buiten de begroting te investeren in voornamelijk de metro, maar dus ook tunnels, een veiligheidscentrum, elektrificatie van bussen en nieuwe tramlijnen. Waarom zeg ik dat? Omdat het is onhoudbaar om dat te blijven doen. Sommigen zeggen vanaf vandaag, maar in elk geval vanaf 2024 of na 2024 is het omwille van de marktomstandigheden en de rentevoeten niet mogelijk. We hebben daar met professor De Grauwe een hele tijd geleden nog een interessante gedachtenwisseling over gehad. Men kan enkel buiten budget investeren wanneer het gaat over duurzame en economie bevorderende of groeibevorderende investeringen en wanneer het tijdelijk is en wanneer de marktomstandigheden het toelaten. Ja, ik denk dat de eerste voorwaarde nog altijd vervuld is, maar de twee andere zijn duidelijk aan herziening toe. Dus met andere woorden, een heel groot deel van de schuldopbouw die je bij de eerste fiches zag, is toch voor een derde of meer te wijten aan het verder zetten van die strategische investeringen tot voor onbepaalde duur. En dat gaan we niet doen met het hoofdstedelijk gewest. Ik beslis daar niet alleen over, maar dat kunnen we gewoon niet doen. Dus ik moet maar zeggen, dan nog blijft de situatie ernstig, maar niet zo onoverzichtelijk als de bedragen die we nu daar zien. Ik wou dat toch benadrukken. Tweede, bijzondere financieringswet wordt niet gewijzigd. Daar kom ik straks op terug. Dat was ook niet de vraag aan de onderzoekers. Dus zij zijn in de bestaande juridische financiële stromen gebleven. En dan 3, dat hebben ze gezegd, maar ik voeg het er toch nog eens even aan toe. De belangrijke zetels van centrumfuncties, zoals de RTBF, VRT en de universiteiten en de hogescholen, zijn uit de overdracht van de gemeenschappen naar het gewest gelicht. En dat is een hele interessante discussie. Wat is de centrumfunctie van het hoofdstedelijk gewest? En dan, ik heb mezelf ook een extra informatie veroorloofd door aan de onderzoekers te vragen. Als we de gemeenschappen zouden integreren in het hoofdstedelijk gewest, in het bijzonder op het vlak van onderwijs, wat zou dan de harmonisering van de loonschalen van leerkrachten kosten? Dat kan heel perifeer lijken in de discussie, maar ik vind dat niet perifeer, omdat wanneer men A onderzoekt, moet men ook B onderzoeken, dan weet men meer. En dus inderdaad, nu weten we, zelfs al zal ons dat vandaag niet veel verder brengen, dat 70 miljoen zou kosten. We weten het tenminste. Dat zijn een aantal zaken die als aanname mee in de studie gestoken zijn. Wat is het nut van de berekeningen? We kennen de ernst van de situatie. Dus zonder de bijzondere financieringswet België met 4 na te streven, is een quasi onmogelijk scenario voor het hoofdstedelijk gewest. Dat hebben we gezien. We weten wel natuurlijk wat als, dat weten we nu beter. En opmerkelijk, iedereen weet dat de Vlaamse regering proportioneel meer in de gemeenschapsmateries investeert dan het aandeel van de Nederlandstaligen of de Vlamingen in Brussel. Maar dat is duidelijk ook het geval voor de Franse gemeenschap. Dat is toch vind ik een opmerkelijke vaststelling. Voor de Franse gemeenschap gaat het Waals gewest, transfers van het Waals gewest naar de Brusselse hoofdstedelijk gewest in gemeenschapsmaterie gaan maar over plus 15%. Maar dat is wel een aanzienlijk bedrag, zoals u gezien hebt, in absolute getallen. En aan de Nederlandstalige kant is dat het gevolg van een keuze die men de Brusselnorm noemt, namelijk mocht men de uitgaven van de Vlaamse overheid voor gemeenschapsbevoegdheden op demografische criteria baseren, dan zouden we met moeite aan 2% van die uitgaven komen. Maar we zitten toch rond de 5% en dat is dus die maal 2, die toch ook wel in het geval van overdracht van gemeenschappen naar het gewest bijzonder, zou ik zeggen, gevolgen zou kunnen hebben. Heel de discussie over de grote staatshervorming, een België met 4, is natuurlijk een heel principieel gegeven. Ik denk dat we nooit mogen uit het oog verliezen dat we altijd spreken over 4+1. Want we doen alsof dat als we over een België met 4 spreken, dat het alleen maar Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitsstalige vrienden zijn, Oost-België. Maar we moeten het natuurlijk ook hebben over wat is er federaal. Dus het is in feite een België met 5. We mogen ons dan niet, laten we zeggen, de kop door zot laten maken. Want als we naar een België met 4 zouden gaan, dan moet het voordeel van de duidelijkheid creëren. Dat is het voornaamste gegeven waar men uit het kluwen van onduidelijkheden mee zou moeten kunnen geraken. Maar het risico van de banden van de Vlaamse en de Franse gemeenschap door te knippen de Federation Wallonie-Bruxelles is natuurlijk wel
hoe zou ik het zeggen, een debat dat ook over verlatingsangst gaat, zou ik bijna psychologisch durven zeggen, waarvan ik niet vermoedde dat het ook aan de Franstalige kant echt een reëel debat is. Hè. Dus het is interessant om daar straks Paul Magnet ook over te horen. Hè. Wat zou dat dan concreet betekenen? Dus ik denk dat het nog altijd interessant is, zelfs na deze conclusies, om te onderzoeken wat de voordelen zouden zijn van een België met 4, lees met 5. Maar het is duidelijk dat er een aantal dingen in de bijzondere financieringswet zullen moeten aangepast worden. En dan wordt het pas echt moeilijk, zoals Karel Verhoeven terecht zei. Ik denk dat we ons niet kunnen baseren, of dat we daar niet te lang moeten blijven bij stilstaan, op de vennootschapsbelasting, om die over te hevelen. Het is een te volatiel gegeven en er zou ook maar één verliezer zijn. De federale overheid zou alles, of een deel moeten overdragen naar de gewesten in dat geval. En ik denk dat de federale overheid niet in een toestand zich meer bevindt. Dat heeft ook al de 6e staatshervorming bewezen, om constant dingen te blijven overdragen. Er moet daar ook nog iets over blijven, niet alleen financieel, maar ook als essentiële federale kern van wat we met dit land samen doen. Ik zeg niet nog samen doen, want dat is een heel andere connotatie. Samen doen. Maar wat ik dan wel denk, uiteraard, en dat zal u niet verwonderen vanuit mijn Brussels perspectief, de kleine staatshervorming, maar ja, bestaat dat, een kleine staatshervorming? Je hebt voor een kleine of een grote staatshervorming altijd een meerderheid in elke taalgroep en 2/3 nodig. Dus in die zin, als we eraan beginnen, moeten we misschien de hele oefening doen. Maar de kleine staatshervorming, wat ons betreft, zou er natuurlijk wel op neerkomen dat wij vinden dat... Pardon, voilà. Maar ik ben bijna klaar. Zouden als we de personenbelasting, daar wou ik eigenlijk op komen, ter discussie stellen in de verdeelsleutel, dan vind ik wel, en ik ga daar vandaag geen absolute percentages op plakken, het is nog veel te vroeg om kaarten op tafel te leggen daarover, maar ik vind wel dat er een discussie moet zijn over minstens de recuperatie van een deel van de personenbelasting op basis van werkplaats in plaats van basis van woonplaats. Want er zijn toch zeer grote verschillen wanneer men vanuit Brussel bekijkt. 8,5% zoals op de slides te zien was, vertegenwoordigen wij in personenbelasting in Brussel op basis van woonplaats. Wij zijn met 10,6% demografisch qua bevolkingsaantal, dus daar zit al een spanning op. Maar als je naar het bruto binnenlands product gaat, dan ga je richting 90%. En natuurlijk, dat is ook omdat hier veel mensen komen werken, omdat wij een centrumfunctie zijn. Maar die verschillen zijn veel groter dan in de andere gewesten natuurlijk. En daar denken we wel dat van het deel van de personenbelasting dat vandaag naar de gewesten wordt overgedragen, er een bijgestelde verdeelsleutel moet mogelijk zijn. Maar dat zal u niet verwonderen. Ik ga het daarbij houden, omdat dat is dan de kleine staatshervorming, het woon-werkverkeer en de centrumfunctie van Brussel. Maar de grote staatshervorming staat natuurlijk ook ter discussie. Ja, misschien nog één ding toch. Uiteraard moet dan de bijzondere financieringswet aangepast worden. En die bijzondere financieringswet is nu denk ik ongeveer 40 jaar oud. We zien ook welk mechanisme dat met zich meebrengt. De bijzondere financieringswet is een bepaald pervers ondermijningsmechanisme van de nationale solidariteit. Ik heb het niet over de sociale zekerheid, maar over het leeghalen van het federale gegeven richting deelstaten. En dat is ook destijds ook zo geconcipieerd. En ja, we komen daar op een gegeven moment op een bepaalde grens, ook wat Brussel betreft. Want als je anders... Normaal gezien moet een wet in zekere mate de realiteit weerspiegelen en de realiteit aanpassen. Dat is zou ik zeggen, een algemeen logistiek-filosofisch principe. En ik denk dat we hier met een bepaald spanningsveld zitten, ook wat het Brussels of stedelijk gewest betreft. Wanneer je de cijfers van de Nationale Bank over meerwaardecreatie en bruto binnenlands product bekijkt, dan krijg je een heel andere situatie wanneer je andere statistische entiteiten neemt, namelijk de provincies. Ik wil niet speciaal terug naar een België van 9 provincies, maar je hebt 10 entiteiten, Brussel plus de 9 provincies, of omgekeerd. En daar zie je dat zowel Brussel als Wals-Brabant, als Vlaams-Brabant en ook Antwerpen en Oost-Vlaanderen netto betalers zijn en de andere provincies zijn netto ontvangers. Dat is geen kwestie van stigmatisering. Dat is meer zou ik zeggen, ook een realiteit. En die realiteit wordt eigenlijk te weinig in de bijzondere financieringswet weerspiegeld. En zouden we
dan via die centrumfunctie en dat woon-werkverkeer en het criterium bij de personenbelasting toch wat mij betreft moeten kunnen aanpassen in bepaalde mate. Maar ik ben ook zeer benieuwd om de collega te horen over de mogelijkheden van een België met 4 en met 5. Want, beste vriend, ik ben altijd een beetje op mijn hoede wanneer mensen zeggen dat er helemaal geen staatshervorming zal komen. Dan ben ik een klein beetje sceptisch. Ik zeg ook niet dat er geen absoluut moet komen, hè. Een status quo kan ook voordelen hebben, maar laten we zeggen dat het beheer van de COVID-crisis dan weer getoond heeft dat we daar echt wel tegen de grenzen van het model gestoten zijn en dat daar veel burgers ook nog altijd ontevreden over zijn. Maar ik ben slecht geplaatst om goede raad te geven. Ik kom uit een generatie die met goede bedoelingen de staat heeft hervormd waar we nu geraakt zijn. En mocht ik mezelf nu punten geven, academisch, zoals u ook blijkbaar gekregen heeft, zou ik toch zeggen van het is met de hakken over de sloot, het werkt, maar het blijft niet werken. En dat is het probleem. Merci beaucoup, Sven Gatz. Peut-être avant que M. Magnette n'intervienne, je voulais juste demander aux deux experts s'il y avait une remarque, un point que vous vouliez faire après l'intervention de M. Gatz. Éventuellement, par rapport à l'arrêt des investissements stratégiques, effectivement, c'est quelque chose qu'on a intégré au rapport. Et donc, ça fait une grosse différence. À l'horizon 2035, ça réduit la dette de presque 7 milliards d'euros. Mais par contre, peut-être rappeler que ça ne change rien en ce qui concerne le transfert, les montants transférés depuis la communauté flamande et la communauté française. Donc ça reste exactement la même chose. Donc, peut-être juste apporter cet éclaircissement-là. Merci. Merci, Manon. Paul Magnette, donc avec le micro et parler pas Pas très trop lentement, vite. mais pas trop vite. Merci. Merci d'abord et merci à mon tour pour l'invitation, à nos hôtes, merci pour les introductions. Je suis ravi que ce débat puisse avoir lieu, qu'il y ait des lieux où on puisse réfléchir aux défauts de la Belgique telle qu'elle existe, à la manière de l'améliorer, un peu en dehors des agendas politiques et électoraux. Je dis un peu en dehors parce que je ne me fais pas d'illusions, d'autant que dans son introduction, Carole Verhoeven a cité à peu près tout ce que j'ai dit sur le sujet les 5 dernières années. Et donc, je sais que tout ce que je pourrais dire, même ici, à la Fondation universitaire, pourra éventuellement être retenu contre moi. Donc, ça m'oblige à une certaine prudence. Et merci vraiment aux auteurs, enfin 2 des 20 auteurs pratiquement de l'étude, parce que pour mener une étude aussi complexe, il a fallu pas moins de 4 centres de recherche et une vingtaine d'auteurs. Mais merci donc à Manon et Maxime pour cette présentation très synthétique et très claire. J'avais eu la chance d'avoir le PowerPoint en primeur pour préparer mes réflexions et j'avais déjà pu apprécier vraiment la qualité du travail. Alors peut-être, avant de réagir sur les résultats de l'étude, revenir quand même sur les raisons pour lesquelles, à certains moments, mon parti, le parti que je préside, a pris position, et j'ai pris position à titre personnel, pour le schéma des 4 régions, et comment le débat évolue entre-temps, puisque c'est un débat qui ne cesse d'évoluer. Sur le plan des principes, je reste convaincu que notre système fédéral est trop compliqué. Sur le plan des principes, mais aussi dans ma pratique. J'ai été ministre-président wallon. Je peux vous dire que du point de vue wallon, articuler les compétences régionales de la Wallonie et les compétences déterritorialisées, soi-disant, de la communauté française est compliqué. C'est vraiment compliqué au quotidien et ça entrave le redéploiement de la Wallonie. Je pense que le constat peut être le même pour Bruxelles. Je fais le même constat en tant que bourgmestre. Quand vous devez, en tant que bourgmestre, développer un projet sportif et qui relève à la fois de vos compétences communales et parfois provinciales, que pour les infrastructures, c'est la Wallonie qui est responsable et que pour la politique sportive, c'est la communauté, c'est compliqué. C'est aussi compliqué, exactement de la même manière pour les crèches. Donc oui, notre système est perfectible et je pense qu'un système simplifié à 4+1, comme l'a justement rappelé Sven, serait plus simple. 2, mon parti politique a toujours affirmé le fait territorial. Donc, ce n'est rien de très nouveau. On a toujours été plus régionaliste que communautariste, même s'il y a de vastes débats en interne comme dans toutes les formations politiques. Et on a toujours en particulier défendu le fait territorial et le fait régional bruxellois. C'est le Parti socialiste qui a exigé et obtenu la création de la région bruxelloise. Et c'est le Parti socialiste qui a exigé et obtenu, dans le cadre de la 6e réforme de l'État, le refinancement de la région bruxelloise. C'est quand même, à l'époque, 500 millions d'euros, je ne sais pas combien aujourd'hui avec l'évolution, mais un peu plus, sans lesquels la région bruxelloise serait dans une difficulté majeure grâce à la dernière réforme de la loi spéciale de finances. Et donc,
l'idée de l'affirmation du fait régional, elle reste là. Si j'étais bruxellois, ce que je suis presque de cœur, et parce que je viens à Bruxelles presque tous les jours depuis une trentaine d'années, j'aurais toujours du mal à l'idée que on puisse concevoir ce territoire essentiel comme devant faire l'objet, en partie, beaucoup moins qu'avant, mais toujours en partie, d'une forme de cogestion. Et j'aurais toujours l'aspiration de pouvoir dire que le territoire a le droit de se considérer comme une région bilingue qui peut, en tant que région bilingue et multiculturelle d'ailleurs, se définir son propre projet territorial en ayant la plénitude et la quasi-plénitude de ses fonctions. Donc ça, c'est pour l'historique. 3, nous avons, côté francophone, un problème majeur, totalement sous-estimé, et ça m'inquiète beaucoup, de sous-financement de la communauté française. Le déficit aujourd'hui de la communauté française est de plus de 1 milliard, sera 1,2 milliard à peu près, sera rapidement 1,5 milliard, c'est-à-dire à plus de 10 voire 12% de ses recettes. Et ce n'est pas tenable à long terme. On arrive à tenir le coup jusqu'à la fin de la législature, on tiendra peut-être le coup encore une législature supplémentaire, mais à un moment donné, il faudra bien accepter de voir le problème. Il faudra bien accepter non seulement de le voir, mais aussi qu'il faudra le résoudre, sachant, comme vous l'avez rappelé, que la communauté n'a que des dotations, n'a pas de capacité d'aller chercher des recettes par elle-même. Et il n'y a pas 36 solutions, il y en a 3 pour régler le problème. 1, c'est réduire les dépenses, ce que je pense presque impossible à l'échelle de la communauté, étant donné la nature de ses compétences et étant donné que dans une très très grande mesure, ce sont des dépenses de personnel, en particulier dans l'enseignement, mais aussi dans la culture, dans la recherche et dans l'enseignement supérieur. Donc cette piste de réduction des dépenses me paraît presque impossible. 2, réformer la loi spéciale des finances. Ça nous mettrait alors dans une situation d'être demandeurs, mais d'être demandeurs d'argent. Les francophones seraient donc demandeurs d'argent vis-à-vis de la Flandre et s'obligeraient à, en contrepartie, devoir accepter des transferts de compétences dont ils ne sont pas demandeurs. Donc on demanderait, comme ça a souvent été le cas hélas dans le passé, des moyens financiers contre des compétences, ce qui est un scénario que je ne souhaite pas. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'était ni nécessaire ni souhaitable. 3e solution, c'est de négocier une répartition d'une partie du déficit avec les entités qui sont bénéficiaires de ces dépenses. Et ça, c'est un des très grands mérites de l'étude. Et vraiment, je vous en remercie parce que c'est très clair. On voit, que les communautés sont sous-financées. Voilà, les communautés sont structurellement sous-financées. Ça, c'est très clair. Les deux. La communauté germanophone, peut-être moins, mais en tout cas, les deux principales. 2, on voit que dans les 2 cas, les communautés surfinancent Bruxelles par rapport à respectivement la Wallonie et le territoire flamand, le territoire de la région flamande, ce qui est tout à fait normal. Moi, je trouve non seulement normal, mais nécessaire. C'est normal et nécessaire qu'on surfinance la région capitale, le territoire capital, parce que, ça a été dit, vous l'avez bien rappelé, Sven l'a dit aussi, ce territoire joue un rôle qui déborde très très largement ses frontières. Le Brabant wallon n'aurait pas la prospérité qu'il a s'il n'était pas en proximité immédiate de Bruxelles, et le raisonnement vaut évidemment pour le Brabant flamand. Et c'est notre capitale qui remplit des missions pour l'ensemble des Belges. C'est d'ailleurs un raisonnement qui vaut mutatis mutandis pour les métropoles à l'intérieur des autres régions. On va avoir le même raisonnement. Ce n'est pas pour rien qu'Anvers et Gand ont un statut particulier dans le fond des communes en Flandre. Ce n'est pas pour rien que je milite pour que Liège et Charleroi bénéficient du même statut à l'intérieur de la région. Voilà. Il faut reconnaître le rôle des métropoles dans la dynamique et en particulier la métropole capitale. Donc ce surfinancement, pour moi, il est normal et il est même tout à fait défendable et on doit le maintenir. Mais il faut à un moment donné se poser du côté francophone la question du déficit de la communauté française. Et si, alors voilà, je reviens sur les options, ou bien on dit on va demander une réforme de la loi spéciale de finances et on va demander alors aux Flamands de financer davantage les communautés ou les entités fédérées en général, mais là je me heurte à un autre problème aussi en tant que socialiste, c'est que si on le fait, Sven l'a évoqué d'une certaine manière, ça se fera aux dépens du financement de l'État fédéral. Or, je pense que l'État fédéral a déjà une situation budgétaire difficile et aura encore besoin de financements très considérables dans les prochaines années, les prochaines décennies, puisque l'allongement de l'espérance de vie aura un effet notamment sur les dépenses de sécurité sociale, qui sont devenues des dépenses plus importantes que les dépenses de l'État stricto sensu. Donc, ça reviendrait à définancer la sécurité sociale au profit des communautés, ce qui est quelque chose que je ne souhaite pas non plus.
Et donc, quand on fait le tour de toutes les options, il n'en reste plus qu'une. C'est de se dire qu'il faut bien que régions et communautés se posent ensemble la question. Alors, il y a deux manières de le faire, vous le rappelez aussi dans le rapport, soit via une loi spéciale, ce sera très compliqué, je pense que ce sera impossible, soit via l'article 138 qui permet de faire au moins des accords entre ce qu'on appelle une réforme constitutionnelle intra-francophone, entre francophones. Moi, je ne suis pas demandeur, je trouve ni souhaitable ni nécessaire une réforme de l'État au niveau fédéral, parce que je crois que c'est la promesse d'une paralysie politique totale. Quand je vois, alors les sondages ne sont que des sondages, mais quand je vois les projections des sondages, il y a 20 sièges pour le Vlaams-Belang, il y a 18 pour la famille PTB-PVDA, vous n'avez plus que 112 sièges disponibles, puisqu'on sait très bien que le Vlaams-Belang fait l'objet d'un cordon sanitaire et que la famille PTB-PVDA ne rentrera jamais dans aucun gouvernement, ni maintenant, ni jamais. Et donc, vous avez 112 sièges sur lesquels vous devez en trouver 100. Allez trouver 100 sur 112 sièges pour faire une réforme de l'État, allez mettre, laissez à la limite des filles et ces 3 sièges de côté, parce que c'est pas parce qu'ils n'en sont que 3, mais parce que c'est ceux qui ont peut-être la position la plus francophonissime sur le sujet. Mais allez mettre d'accord les socialistes, les libéraux, les écologistes, les chrétiens démocrates, les engagés et la NVA sur un même schéma de réforme de l'État. Bonne chance, mais bonne chance. Ce n'est pas 541 jours qu'il faudra pour former un gouvernement, c'est au moins 1082 et peut-être 2164. Donc, ça risque d'être extrêmement long. Raison pour laquelle, après avoir fait tout un travail en interne, après avoir consulté aussi mes collègues présidents de partis francophones, j'ai plaidé dans un congrès, et dans l'excellent journal Le Soir, pour qu'on dise plutôt qu'une réforme de l'État, ce dont notre pays a besoin, c'est une réforme de ses finances publiques. Je pense que ce pays a un besoin crucial d'une réforme de ses finances publiques. Et qu'en réalité, et l'étude est de ce point de vue extrêmement intéressante, parce qu'elle rend transparente des choses que l'on pouvait présumer, elle l'objective en termes de chiffres. En réalité, on est obligé d'élargir le périmètre. On doit aujourd'hui se poser la question du financement. On ne peut pas se poser les questions qui sont posées ici, c'est-à-dire de rapport communauté, région et région bruxelloise en particulier, puisque c'est le focus, sans se poser en même temps la question du financement de l'État fédéral et en particulier de la sécurité sociale, et j'ajouterais, sans se poser en même temps, la question du financement des pouvoirs locaux. Parce que l'un des grands problèmes des finances, par exemple, de la région wallonne aujourd'hui, qui aggrave le déficit de la communauté française, quand on fait la somme des entités, mais ça vaut pour Bruxelles, et ça vaut dans une beaucoup plus large mesure qu'ils ne veulent le reconnaître pour la Flandre, c'est le sous-financement par le fédéral d'un certain nombre de compétences communales. Le sous-financement de la police locale, il est tout à fait anormal qu'il y ait une part aussi élevée du financement de la police relève des autorités locales. Nous sommes une exception européenne de ce point de vue-là. Partout ailleurs, c'est l'État ou les Länder, dans le cas allemand, qui financent les polices, mais ce n'est pas les communes qui financent. Sous-financement total de l'aide sociale, c'est totalement anormal qu'on demande aux communes de contribuer à payer jusqu'à 30% du revenu d'intégration sociale, alors qu'elles ne sont en rien responsables. C'est devenu totalement anachronique. Sous-financement des zones de secours, des pompiers, et sous-financement dramatique des pensions des pouvoirs locaux. Et quand vous faites l'addition de tout ça, il y a en réalité une dette qui n'est pas facile à chiffrer, mais à mon avis, qui est 2 fois celle-ci à peu près du fédéral, enfin une dette que les pouvoirs locaux devraient pouvoir réclamer au fédéral. Et donc on est obligé, si on veut à un moment donné mettre de l'ordre dans les finances publiques belges, de prendre l'ensemble du périmètre et de se dire le fédéral doit refinancer les entités locales, ce qui permettra aux régions de ne pas devoir le faire, puisqu'aujourd'hui la région flamande compense par exemple le pool de pension des communes. Anvers serait totalement incapable de payer ses propres pensions, c'est la région flamande qui le paye à sa place. Et la situation à Gand n'est pas infiniment meilleure et dans un certain nombre d'autres villes. Et donc si chacun finançait ce qui est véritablement de sa compétence, la situation serait déjà beaucoup plus claire. Resterait la question de la communauté française, et moi je plaide, et les chiffres sont de ce point de vue-là, vous pouvez dire c'est beaucoup, je peux comprendre qu'on se dise d'un point de vue bruxellois, c'est beaucoup. Mais en fait, c'est pas tant que ça. Parce que quand on regarde les tableaux, on est allé à l'horizon 2030, parce que 2025, on a le nez dessus, donc c'est compliqué, mais à l'horizon 2030, on est à 814 millions pour le sol net à financer du côté de la communauté française, 622 du côté de la communauté flamande, donc 1,5 milliard, avec, vous avez très bien fait de le faire, aussi une ventilation entre ce qui n'est que la part du déficit des communautés projetées sur la région bruxelloise, et puis la part qui relèverait des politiques. Et donc, moi je plaiderais pour conclure
D'abord, je réitère mes remerciements parce que je trouve que ça clarifie beaucoup les termes du débat. Et ça, pour ce qui me concerne, permet de dire que oui, les 4 régions, ça reste mon idéal à long terme, mais ce n'est pas l'objectif politique ni à court ni à moyen terme. L'objectif politique à court et à moyen terme, c'est que chaque niveau de pouvoir finance mieux ses propres politiques en fonction de ses véritables réalités territoriales. Et je pense que de ce point de vue-là, le dialogue entre, en tout cas, la communauté française et la COCOF d'un côté et la Wallonie de l'autre doit se poursuivre. Côté flamand, on peut décider de faire la même chose, mais peut très bien décider de ne pas le faire. On n'est pas du tout obligé. Et ça, c'est via article 138, donc il ne faut pas de majorité des 2 tiers. Mais qu'au moins, on avance sur cette discussion-là et qu'on réfléchisse à la manière de voir comment Wallonie et COCOF absorbent une partie du déficit de la communauté française. Sinon, c'est écrit, les francophones iront demander une révision de la loi spéciale de finances et ça entamera une réforme de l'État qui ne sera pas positive pour l'avenir de la Belgique. Et ça, je veux absolument l'éviter. Merci donc, beaucoup. si on peut, simplement pour l'étude, je plaiderais, si Rebelle et si le DULBA et ses partenaires ont encore du temps, pour une étude supplémentaire qui puisse, alors sur l'aspect bruxellois, ce qui serait intéressant, vous l'avez déjà un peu fait, puisque vous avez déjà extrait, vous avez très bien fait de le faire, l'enseignement supérieur et l'audiovisuel, considérant que ça débordait l'espace bruxellois. Donc, ce n'est pas très loin finalement du scénario que nous avions proposé aussi, qui est de dire on conserve, même dans une Belgique à 4 régions, un lien Wallonie-Bruxelles et un financement conjoint, soit avec une communauté française résiduaire, soit avec des OIP birégionaux qu'on peut créer et financer chacun par dotation. Donc ça, c'est pas très compliqué à faire. On peut même le faire avec l'article 138, donc sans majorité des 2 tiers, une fois qu'on a transféré. Mais donc, ce serait intéressant, si vous pouviez le faire, de le décliner sur les autres compétences. Ça m'intéresserait de voir en accueil de la petite enfance, en politique sportive, en politique de la jeunesse, etc. Si on comment ça se répartit dans les 2 communautés et de l'autre côté, par contre, d'élargir le spectre et donc de prendre le fédéral, les communautés, les régions et les pouvoirs locaux et d'analyser les transferts un peu invisibles de déficit d'entités des unes aux autres. Et on verrait alors que ça ne va pas que dans une direction, mais que ça va aussi dans l'autre direction. Merci beaucoup, Paul Magnette, de cet exposé politique et aussi académique, hein, parce que ça permet de donner du travail aux chercheurs. On demandera aux chercheurs de… Juste le financer, hein. Ouais. Je précise, ça aussi. On vous donnera la parole peut-être en bout de course, hein, quand vous souhaitiez que d'abord il y ait les réactions de la salle, comme ça vous pourrez un peu rassembler et nous dire si cette étude de fait est possible et si elle vous semble pertinente. Sven Gatz, peut-être répondre, est-ce que vous trouvez que le projet finalement de réforme de la Belgique à 4 est un projet à long terme et qu'il faut d'abord travailler une réforme des finances publiques, avec d'abord un travail à faire intra-francophone pour éviter le grand bazar de la réforme de l'État qui paralyserait le pays. Is natuurlijk geen enkel bezwaar om intra-francofoon of intra-Vlaams bepaalde wijzigingen in de onderlinge financiële relatie te doen. Dus dat kan altijd natuurlijk. Maar wat Paul Magnette eigenlijk zegt over de sterkere financiering door de federale overheid van de lokale besturen, ja, vergt natuurlijk ook daar een bijkomende financiële inspanning. Het is gewoon de vraag, hoe zal dat gefinancierd worden? Dezelfde vraag, ik kan daar bepaalde antwoorden op geven. Dus dat blijft toch ook hoe zou ik het zeggen, een aanzienlijke mogelijke inspanning, gelet op de financiële zorgen die de federale overheid ook heeft. Ik kan hem wel volgen op het punt dat met de wetenschap van 30, 40 jaar staatshervorming, dat als het is om het slechter te doen dan we vandaag aan het doen zijn, het ook geen enkele zin heeft. Hè. En het is een dubbeltje op zijn kant. Hè. Men kan met de beste bedoelingen beginnen aan, nog los van de mathematische problemen, 100 zetels op 112 of op 120, het blijft een moeilijke oefening. Het kan snel ontsporen naar iets wat we niet willen. Hè? Want er zijn, en dat is natuurlijk een constante in de Belgische politiek, politici die zeggen een België met 4+1 zal de zaken verbeteren. En anderen die zeggen een België met 4 en dan niet +1 zal de zaken sneller doen uiteenvallen. En dat blijft natuurlijk een heel groot risico dat ik ook niet bereid ben te nemen, omdat het weinig zin heeft in algemene zin. Dat is ook niet wat de burgers vragen. Maar dus ik volg, zou ik zeggen, ik lees, ik probeer ook, want er zijn een aantal nieuwe elementen voor mij ook, de strategische positionering. Maar goed, ik weet niet of het allemaal zo'n vaart zal lopen, want finaal
de sleutel voor een comfortabelere financiële relatie tussen Brussel of Franstalig Brussel en Wallonië blijft toch ook liggen in een verlichting federaal. En de vraag is hoe realistisch is het over welke financiële massa spreken we. Verder ben ik het eens met Paul dat het interessant zou zijn om een aantal zaken verder te onderzoeken. Dat is altijd na elk onderzoek een vaste vaststelling. Alleen deze studie is natuurlijk gebeurd vanuit Kikvoors perspectief, hè? Vanuit Brussel en dan om een aantal andere dingen ook mee te nemen. Waar Paul Magnet over spreekt, is natuurlijk iets wat op andere niveaus ook zou moeten gebeuren. Gelukkig blijven zeer goede academische studies in België relatief betaalbaar, moet ik zeggen. Dus het is niet onmogelijk om het te doen. Ik neem er eerst een paar vragen, 2 vragen uit de chat bij en dan is het hier aan de zaal. Een vraag die ik combineer met een eerdere vraag. Die Jan Wostijn die zegt, als alle entiteiten al maar meer geld nodig hebben, het is een vraag voor meneer Magnet, of die ik aan meneer Magnet eerst en vooral wil voorleggen. Als alle entiteiten al maar meer geld nodig hebben, zit er misschien toch ook een ernstig probleem in de algemene omgang met publieke middelen. En dan combineer ik met een van de eerste vragen, dat was het model. Het model gaat niet uit van schaalvoordelen, maar het gaat ook niet uit van het oplossen van dysfuncties in Brussel. Die combinatie, als we dan spreken over een hervorming van de publieke financiering, moet er ook niet meteen gesproken worden over een herijking van het bestel? Je suis bien conscient, évidemment, qu'avec le schéma que j'ai présenté, c'est-à-dire d'un meilleur financement des politiques locales et donc indirectement des régions qui aujourd'hui couvrent une partie de ce déficit par le fédéral, ça pose des questions au fédéral. Mais le fédéral reste le niveau qui a l'élasticité en termes de recettes de très très loin à la plus large, Tous les autres ne font que des additionnels. Et donc, le fédéral, ce qui est intéressant, par exemple, dans la proposition de réforme fiscale de Vincent Van Petegem, c'est qu'il montre qu'on peut encore aller chercher au moins 10 milliards. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous aller les chercher. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller chercher que des nouvelles recettes et ne pas, dans la même occasion, réduire un certain nombre d'autres recettes, comme par exemple l'impôt sur le travail. Je suis évidemment favorable. Mais donc, ça montre que même déjà aujourd'hui, il y a au moins déjà une dizaine de milliards qu'on peut aller chercher. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que ça a plus de sens de travailler dans un meilleur financement par le fédéral de ses propres politiques qu'une réforme de la loi spéciale de finances qui affaiblirait le fédéral vraiment structurellement et sans qu'il n'ait de prise sur ses propres politiques. Parce que si le fédéral dit, par exemple, OK, je vais financer à 100% les pensions des pouvoirs locaux, je vais financer à 100% ou à 85% les polices locales, il peut aussi dire, mais voilà les orientations que je vais donner. Alors que dans une réforme de la loi de finances, il donne de l'argent et puis il n'a plus rien à dire. Et ça, ce n'est pas ma vision du fédéral. Moet er ook tegelijk worden gekeken, samen met de hervorming van de financiering, ook naar de uitgaven? Dat is eigenlijk de vraag die vaak in de chat komt. Hè? Oui. De kans moet genomen worden om ook naar de uitgaven te kijken. Allez, je reprends l'exemple de la police pour en prendre un. Eh bien, si vous dites, OK, on finance beaucoup mieux la police, mais voilà les réformes fondamentales qu'on va exiger de la police. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, la gestion de la police est aussi extrêmement compliquée comme compétence partagée, la police locale en particulier. Question à la salle qui se lance ici? Oui, monsieur? Il n'y a pas de micro, je crois, si? Oui, il faut prendre un micro. Attendez, oui, mais c'est parce que c'est pour que ce soit audible dans le chat. La première partie de ma question. Oui. Ah oui, donc je m'appelle Guillaume Delvaux, je suis doctorant en droit constitutionnel à l'UC Louvain et je fais ma thèse justement sur les futurs institutionnels possibles pour Bruxelles. Ma première partie de ma question serait plus pour M. Magnet. Donc vous avez parlé de transfert intra-francophone avec l'article 138. En région wallonne, c'est assez simple. Peut-être que vous ne parliez pas trop vite aussi pour les traducteurs. Ah, oui. Ah, oui. Ce serait assez facile, ce serait la région wallonne, mais à Bruxelles, comme vous l'avez dit, ce serait la COCOF. Est-ce que vous pensez que la COCOF a les moyens, d'une part humain, d'assurer ces nouvelles compétences et aussi financiers? On sait que la région wallonne, elle dispose d'une autonomie fiscale, ce qui n'est pas le cas de la COCOF, qui dépend de l'argent transféré par la région bruxelloise, mais selon la clé 80-20, et donc les 20% pour la VGC qui ne recevraient pas ces compétences. Et alors la deuxième partie serait plus sur M. Gatz. Souvent, qu'est-ce qu'a fait la COCOF, notamment par exemple avec les maisons de repos quand elle a reçu la compétence, c'est de ce qu'on a dit, on a appelé ça cocomiser, donc d'envoyer ça à la COCOM. Donc au final, c'est l'argent bruxellois qui récupère ses compétences francophones. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, en tant que ministre du budget et en tant que bruxellois néerlandophone? Voilà, merci. M. Magnet?
Pour être bref et laisser le temps pour d'autres questions, dans l'idéal, je préfère effectivement que ce soit une cocomisation, comme vous dites, hein, comme on l'a fait pour les allocations familiales. Parce que si je veux renforcer le fait territorial bruxellois, évidemment, c'est mieux de faire comme ça. Mais l'idéal est souvent le plus difficile à atteindre. Et donc, l'avantage de passer par la formule de la COCOF, c'est que c'est plus facile à atteindre et qu'on n'a pas besoin d'une majorité des 2/3. Et que les francophones peuvent donc déjà commencer à faire un certain nombre de choses. Mais je suis conscient des difficultés que vous évoquez là. Je ne dis pas non plus, et c'est en ça, je trouve que le fait d'objectiver les chiffres dans l'étude est intéressant. Je n'ai jamais dit non plus que transférer des compétences signifiait de transférer de facto exactement les mêmes budgets et exactement avec les mêmes clés. L'avantage, c'est qu'on peut dire on surfinance Bruxelles, mais on l'assume politiquement parce que c'est la capitale et parce qu'elle a un rôle particulier. Et donc, à ce moment-là, ça devient transparent. Donc, la Wallonie, pour être clair, fait un effort supplémentaire que Bruxelles, étant donné la difficulté que vous avez évoquée entre la COCOF et la Wallonie. Dus de vraag over de cocomisation, hè, want ze staat trouwens nu ook nog op de agenda bij deze begroting voor verdere cocomisation. Misschien niet van dezelfde omvang die gebeurd is in de vorige legislatuur. Op zichzelf is het een normale evolutie dat een zeer bescheiden restinstelling die de COCOM altijd was in het begin, was zeer klein, dat ze aan gewicht wint. Door twee redenen. Eén, door een stukje cocomisation. Dat wil zeggen dat er zaken voornamelijk van de COCOF, maar niet alleen, want we hebben nu ook een aantal zaken van de VGC voor de eerste keer overgedragen naar de GGC, naar de COCOM, dat op die manier gebeurt. En twee, natuurlijk, niet onbelangrijk dat de federale overheid via dan de 6e staatshervorming de kinderbijslag in de COCOM geïntegreerd heeft, wat natuurlijk een enorme financiële impact heeft. Hè. Dus ik had daar 10 jaar geleden meer principiële problemen mee dan vandaag, omdat toen nog heel de finesse van de Brusselse staatsinfrastructuur met de VGC, de COCOF, de GGC, het gewest zelf, meer op de letter gevolgd werd, terwijl we nu eerder in een mechanisme zijn, zoals de onderzoekers ook in een van hun hypotheses hebben aangegeven, dat minstens voor mij de GGC zou moeten volledig geïntegreerd worden in het hoofdstedelijk gewest. Het heeft geen zin om dat op zichzelf te laten bestaan. En dan is ook laten we zeggen, uw vraag over cocomisation veel relatiever geworden. Hè. Uiteraard financiert een overheid die een bepaalde fiscale autonomie heeft het gewest dan de COCOM, maar bon, dan zal ze zichzelf financieren. Hè. Dus die debatten daar daar kunnen we niet aan uit. Al was het maar ook om puur budgettaire redenen. Hè. Ik kan een Brussels hoofdstedelijk budget van het gewest zoveel mogelijk op orde hebben. Maar als ik een groot probleem heb in de COCOM met de kinderbijslag, dan zijn al mijn inspanningen eigenlijk, ik kan niet zeggen voor niks geweest. Dus ik moet de communicerende vaten in elkaar krijgen. Dus het is een natuurlijke evolutie, laten we zeggen, en die ook rond de eenmaking van Brussel politiek minder problemen stelt. Dus laten we dan meteen de grote stap zetten en de GGC integreren in het hoofdstedelijk gewest. De VGC en de COCOF kunnen bruggen blijven naar de twee andere gemeenschappen. Dat is dan het fameuze artikel 138. Hè. Maar dat eerste zal verder evolueren, denk ik, op een organisch-politieke manier, voor zover dat bestaat. Even nog voor we het aan de rest van de zaal laten, toch deze vraag van Injas Leus voor meneer Magnet. Is de oplossing van u, meneer Magnet, Cortes Gewest en Gemeenschap, de herfinanciering van de Communauté Française, is dat al toegepast in Vlaanderen? Ziet u daar een voorbeeld van hoe Vlaams gemeenschap beter is gefinancierd in Vlaams gewest? Mais, à nouveau, si on est dans le scénario d'une réforme de la loi de finances, alors on refinance ou toutes les entités fédérées, ou bien on peut dire on refinance que les communautés, puisque les régions sont moins en situation déficitaire, et dans ce cas-là, les deux en bénéficient, ou bien on travaille chacun de son côté, et ce qui est intéressant, est ce que Sven vient de dire, ik noteer dat cocomisation is het officieel, dus in het Frans, in het Nederlands. Et donc, on peut très bien, et c'est intéressant de voir qu'à Bruxelles, le débat continue, dire côté francophone, voilà comment nous pensons, c'est ce dont j'essaie de discuter avec mes homologues présidents du MR et d'Ecolo, nous pensons que l'enseignement supérieur, la culture, la recherche, tout ça doit rester, l'audiovisuel doit rester à la communauté française, en tout cas pour le moment, mais qu'un certain nombre d'autres petites compétences gagneraient à être régionalisées et donc cocofifiées dans le cas bruxellois dans un premier temps. Mais si parallèlement, pourquoi pas,
du côté flamand, on se disait, bah oui, c'est vrai, ça a du sens, on fait la même chose, et puis ensuite on cocomise, c'est encore mieux, évidemment. D'autres questions dans la salle? Oui, monsieur qui est debout là-bas, tout au bout. On va vous apporter le micro. Bonjour, moi je m'appelle Alexis Mergan, je suis doctorant à l'ULB dans le centre de recherche ECARES. Et moi j'avais deux questions. En fait, on est un des pays où les régions où on finance le mieux par étudiant notre enseignement. Comment ça se fait qu'on a encore toujours une explosion de ce déficit, malgré qu'on est vraiment au top, presque mondial? Et puis, il y avait une deuxième chose que je trouve importante, c'est on parle de surplus de budget pour Bruxelles pour qu'elle prenne ce rôle de capitale. Et ça, je comprends très bien, mais en fait, ça a commencé un peu plus à s'étendre malgré les frontières administratives. Et par exemple, des communes adjacentes à Bruxelles, comme Zaventem, etc., rencontrent certains mêmes rôles que Bruxelles remplit, donc transport, bassin d'emploi, etc. Et si on parle d'augmenter le financement de Bruxelles, est-ce qu'on ne devrait pas regarder plutôt la région économique bruxelloise au lieu de dire juste Bruxelles, elle en tant qu'entité? Merci. Sven Getz? Je vais peut-être prendre la deuxième question. Ik denk dat de eerste vraag... Maar kijk, er zijn twee manieren om aan gebiedsuitbreiding te doen. Dat is letterlijk of figuurlijk. En letterlijk is inderdaad, men kan zich terecht die vraag stellen. De metropolitane regio rond Brussel is veel groter dan het hoofdstedelijk gewest zelf. Die komt tot aan Mechelen, Aalst, Nijvel, Waterloo en nog een beetje verder. Waver bedoelde ik eigenlijk. En Aalst. Maar goed, als we echt si on veut charger la barque, dan moeten we dat natuurlijk doen. Ik zie daar, zou ik zeggen, niet direct de mogelijkheid om aan gebiedsuitbreiding te doen. Misschien is het ook niet nodig. Maar natuurlijk, we komen wel veel tekort in de metropolitane samenwerking. Het enige wat we vandaag goed doen, nog beter moeten doen, is de werkloosheidsdiensten beter op elkaar afstemmen. De tewerkstellingsdiensten, daar hebben we de voorbije 10 of 20 jaar toch wel veel vooruitgang in geboekt. Maar ik denk dat de figuurlijke uitbreiding van Brussel is wat ik voorstel, namelijk dat er meer middelen van mensen die in Brussel werken, in Brussel blijven, om de kwaliteit van alle instellingen, zowel voor de Brusselaars als voor de pendelaars, te kunnen verbreden. Heel de discussie over de kilometerheffing is daar ook een voorbeeld van. Hè? Omdat men kan dat op twee manieren bekijken. Men kan zeggen, ja, maar de pendelaars moeten betalen. Hè? We weten dat dat een zeer delicate discussie is. Maar men kan ook zeggen, ja, maar als we met de middelen die daardoor gegenereerd worden, het openbaar vervoer voor iedereen kunnen verbeteren, dat moet wel duidelijk gebetoneerd worden. Hè? Dat is niet van, we zullen dan wel zien. Hè? Ja, dan is het ook een manier om bepaalde maatschappelijke problemen op te lossen. Hè? Dus ik zou wel bereid zijn om rond een metropolitane regio een aantal nieuwe dingen te doen. Het staat ook in de 6e staatshervorming, maar is door de letter gebleven, omdat dat vanuit Vlaanderen zeer argwanend bekeken wordt. Niet vanuit alle Vlamingen, hè, maar laten we zeggen, N-VA heeft het daar zeer moeilijk mee. Terwijl iedereen weet zeer goed dat die metropolitane regio de facto bestaat. In de hoofden van veel mensen zien ze de gewestgrens niet altijd. Dus voilà, ik probeer er een gedeeltelijk antwoord op te geven met de verdeelsleutel binnen de personenbelasting. En bij de andere elementen zullen we moeten zien waar we rond concrete punten stappen vooruit kunnen zetten. Maar meer kan ik daarover op dit ogenblik echt niet zeggen. Oui, sur les... Sorry, excusez-moi. Maxime? Allez-y, monsieur. Oui. Oui, alors moi, c'était peut-être plutôt pour répondre à la première question. Donc, ouais, c'était plutôt pour répondre à la première question. Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre à la deuxième ou à la première. Non, un peu des deux, mais comme ça, je n'aurais plus qu'à compléter. Ça. Voilà, donc j'étais bien sûr pas tout à fait préparé une question sur l'enseignement en tant que tel, mais ce qui est quand même assez connu, c'est que le niveau des salaires dans l'enseignement belgique est relativement élevé. Donc, si on compare aux autres pays
Européens. Alors, d'aucuns pourront trouver ça très très bien, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, je suis juste en train de dire que factuellement c'est plus élevé, et on voit qu'en Flandre c'est encore plus élevé. D'autre part, on sait que le redoublement communauté française est très très important, et donc c'est évidemment un coût très très élevé, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui restent plus longuement dans l'enseignement que si ça avait été le cas sans redoublement. Alors, pour le côté flamand, je reviens plutôt ici à une question méthodologique de notre part, c'est que autant pour la communauté française, on peut voir un déficit très très clairement, autant nous avons dû faire l'exercice pour la communauté flamande de sortir les compétences communautaires et les compétences régionales. C'est pas un exercice facile du tout, en plus on a dû le faire vite, hein, si je peux me permettre de le rappeler, donc on a dû le faire vite. Donc évidemment, le chiffre qu'on vous a soumis, c'est plutôt une tendance plutôt qu'un chiffre fixe, alors que le chiffre de la communauté française, il sera beaucoup plus proche d'une réalité que le chiffre flamand. Donc il serait encore possible, potentiellement, qu'en réalité, le sous-financement de la communauté flamande qu'on a montré soit quand même moins élevé, puisque le redoublement est évidemment extrêmement faible. Voilà. Peu de choses à ajouter sur ce premier point. Il y a évidemment le redoublement. La dernière fois que j'ai vu des chiffres, il était estimé à plus de 450 millions de gâchis, hein, de gâchis financiers et humains par ailleurs. Et donc, toute la philosophie du pacte d'excellence, du tronc commun, etc., et des remédiations vise à remédier à ce redoublement, d'abord pour réduire le gâchis humain, mais aussi pour permettre de faire des économies sur ce point-là. Et sur la communauté urbaine, moi, j'en suis un très, très grand défenseur. Je pense effectivement que Bruxelles aurait besoin vraiment d'une vision avec un périmètre élargi, comme à nouveau d'ailleurs les métropoles ailleurs sur le territoire le font de plus en plus. Hein. Il y a une dynamique de Liège Métropole, Charleroi Métropole, on a construit un projet de territoire avec 30 communes, 600 000 habitants, et on ne s'embarrasse pas de frontières, même pas de frontières provinciales, puisqu'il y a 5 ou 6 communes de la province de Namur qui sont dans Charleroi Métropole. Et donc Bruxelles est empêchée de faire ça, et ça c'est évidemment profondément dommage, sauf qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faisables si on le voulait. Et par exemple, de l'intercommunalité, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur des questions très pratiques de mobilité, etc. Et puis, dans la vision à 4 régions que j'avais défendue, le but était aussi de renforcer les solidarités, notamment entre Wallonie et Bruxelles, dans des domaines qui ne relèvent pas des compétences de la communauté française. Le problème aujourd'hui, c'est que la collaboration entre Wallonie et Bruxelles se cantonne finalement aux compétences de la communauté française un peu par habitude. Il y a par exemple dans les politiques industrielles, dans les politiques de l'eau, dans les politiques de réseau en matière de télécommunications, d'électricité, de gaz, etc. Il y a plein de collaborations qui pourraient être construites et qui ne le sont pas. Et donc, à nouveau, par des accords de coopération, on pourrait, entre Wallonie et Bruxelles, régler beaucoup de choses, et notamment entre, évidemment, Bruxelles et la partie de la Wallonie qui est la plus proche de son territoire, ce qui, d'une certaine manière, répondrait, au moins pour cette partie-là, à la problématique du dépassement de la frontière. Sans, évidemment, l'enclavement de Bruxelles et les réticences flamandes que Sven vient de rappeler me rappellent que ce ne serait pas une solution parfaite, mais ça pourrait déjà un peu améliorer les choses. Encore une question dans la salle? Monsieur? Enfin, monsieur derrière et puis vous? Monsieur derrière, oui? Ou madame? Je ne sais pas, je ne vous vois pas. Monsieur qui est tout à fait derrière, qui a levé... Ah, monsieur, oui. Oui. Le monsieur qui est juste là, oui. Ja, goedenavond. Ik wil toch mijn vraag, Jan Wostijn trouwens, ik had daarnet de vraag in de chat gesteld, maar ik heb daar eigenlijk niet echt een antwoord op gehoord. Er is blijkbaar herfinanciering nodig van de lokale besturen. Er is herfinanciering nodig van de gemeenschappen. Het federale niveau heeft een enorm deficit. Soms vraag ik me wel een beetje af, waar gaat al het geld vandaan komen? Ik hoor dat er misschien 10 miljard gevonden is, maar het tekort is 30 miljard. En die 10 miljard die worden alweer gebruikt voor de lokale besturen, voor de gemeenschappen en zo verder. Is er toch echt niet een probleem in dit land met hoe wij publiek geld besteden? Want ergens klopt het voor mij niet. Ik begrijp niet waar al het geld naartoe is. Spijt me. Dus ja, waar al het geld naartoe is, dat kan perfect in elke begroting van elke instelling in dit land nagegaan worden. Het is ook zo dat elke entiteit in dit land de laatste jaren ook bespaart. Hè. Dat lijkt niet zo, maar is wel zo. En ik kan u nieuws brengen dat iedereen ondertussen kent. De crisissen die elkaar opvolgen beginnen zo ingrijpend te worden, dat wij los van financiële transfers, waarover het debat van vandaag gaat, nog zullen moeten besparen op de ene of andere manier.
Zal dat de zaken allemaal onmiddellijk in orde brengen? Dat valt nog te bezien. Maar ik denk wel dat we aan de vooravond staan van een redelijk lange periode die ons op een of andere manier zal dwingen om bijkomende besparingen te doen. Maar dat wil niet zeggen dat er ook niet een aantal nieuwe elementen van beleid kunnen ontwikkeld worden. Oui, donc le déficit fédéral, il est quand même pour une large partie conjoncturel. Il est lié aux crises successives, Covid, crise ukrainienne et conséquences en matière énergétique et aux mesures donc conjoncturelles qui ont dû être prises ou à l'effet sur le contexte macroéconomique avec les pertes que ça représente. Donc ça, c'est pour une partie de la réponse. Pour le reste, je crois quand même que la complexité institutionnelle, je pense qu'on en exagère l'effet budgétaire, mais dans le débat public en général. Et je pense quand même que ça a un certain effet, qu'il y a des effets de doublons et des effets de complexification qui coûtent de l'argent. J'ai d'ailleurs oublié de dire que pour l'enseignement, la présence de réseaux différents et concurrents est aussi une des causes du surcoût de l'enseignement, autant côté flamand d'ailleurs que du côté francophone par rapport à d'autres pays qui n'ont qu'un réseau d'enseignement. Et donc, à chaque fois qu'on dédouble, ça coûte évidemment plus cher. Et puis pour le reste, ce que l'on a dit depuis déjà des années qu'on continue à dire, c'est que la seule manière d'arriver à stabiliser la situation des finances publiques dans ce pays, c'est de renouer avec le plein emploi. C'est le plein emploi qui doit permettre de diminuer les dépenses, mais surtout d'améliorer les recettes de l'État fédéral principalement et accessoirement des entités fédérées, dans une moindre mesure des entités locales. Alors, je vais prendre la dernière question chez vous, monsieur, et puis alors, on demandera aux deux experts de nous donner un peu leurs sentiments après cet échange. Et puis, on donnera le Wise Award, le mot de la sagesse, à Paul de Grauw. Monsieur. Je me réfère à l'autre étude, celle qui a été faite avec les mêmes auteurs en partie par le Conseil économique et social, l'ancien Conseil économique et social bruxellois, et notamment les interventions qui ont été faites par M. Bogart, qui a insisté sur le fait que les investissements stratégiques sont non seulement beaucoup trop élevés, doivent être absolument réduits, et doivent être réduits d'une manière critique. Et donc, ça rejoint ce qu'a dit M. Gatz dans la presse autrefois. Il ne faudrait pas réduire un métro inutile, mais il faudrait le financer avec beaucoup d'autres moyens au détriment d'autres investissements bruxellois. Et donc, la question que je pose, est-ce qu'on a suffisamment parlé non seulement des aspects sociaux, mais également des aspects tout à fait matériels et qui permettrait d'avoir une réduction du déficit de manière justifiée, de manière actuelle, de manière réelle. Il n'y a pas seulement le problème du métro nord, mais il y en a une série d'autres qui sont faciles, j'allais dire, à arrêter. Il y a des ponts qu'on pourrait arrêter. Ik wil misschien toch aangeven dat de strategische investeringen die nu voor het 6e jaar in Brussel buiten de begroting gehouden worden, verschillende doelen gediend hebben. Hè. Dus er is ten eerste een belangrijk deel van de eerste 2 jaar naar de renovatie van de tunnels gegaan. Dat was noodzakelijk. Er is daarnaast ook een Brussels crisiscentrum voor veiligheidsoperaties opgericht om een betere coördinatie van de veiligheid te hebben. En de uitgaven waar we nu over spreken, de lopende uitgaven van vorig jaar, dit jaar, volgend jaar, zijn ongeveer voor de helft te wijten aan de metro. Hè? Want er is ook een debat, alles is politieke framing. Hè? De metro is hetgeen dat het budget in gevaar zou brengen. Dat is maar gedeeltelijk zo, want de helft wordt aan de metro besteed, de andere helft wordt aan bijkomende tramlijnen en elektrificatie van bussen besteed. Hè? Dus men zou ook kunnen zeggen, wanneer men te kwader trouw is, het budget van Brussel wordt in gevaar gebracht door de elektrificatie van de bussen en nieuwe tramlijnen. Het gaat natuurlijk over een debat tussen coalitiepartners over politieke prioriteiten. Ik in elk geval zal binnenkort de Brusselse regering verblijden met een nota die enerzijds aangeeft van hoe we de metro verder kunnen financieren, onder meer met een lening ook wel bij de Europese investeringsbank. Maar 2, ik zal een voorstel concreet doen aan de regering om te zeggen, kijk, ik denk dat los van het politiek akkoord dat wij nu hebben in deze legislatuur, dat voor de volgende legislatuur het bedrag voor de strategische investeringen zal moeten gereduceerd worden tot X en op welke termijn. Omdat, dat heb ik dan in het begin gezegd, dat is niet houdbaar. Hè? Maar bon, een regeerakkoord is ook een vorm van een contract en dus deze legislatuur
zullen we wel de noodzakelijke investeringen doen. En we kunnen kijken inderdaad naar alternatieve financieringsbronnen, maar daar ga ik nu niet over beginnen, dat zou ons te ver leiden. Avant de passer la parole à Maxime et à Manon, j'ai une toute petite question politique, pas du tout piège dans votre cas, mais je me demandais si les réflexions que vous faites ou la stratégie que vous développez en matière de réforme de l'État se fait intra-parti ou si ça se fait avec le parti frère de l'autre côté de la frontière linguistique. Donc, je vais vous laisser le temps de réfléchir. Les deux, natuurlijk. Dus laten we zeggen, vroeger was het zo dat dit soort debatten puur bepaald werden binnen één partij van een portaalrol, om het zo te zeggen. Hè. En dat er misschien meer, zou ik het zeggen, coalities gezocht werden binnen de eigen taalgroep. Dat is natuurlijk wel veranderd. Dus met andere woorden, op een gegeven moment worden de maatschappelijke belangen van Brusselse partijen groter in objectieve doelstellingen. En dus de oefening die wij hier nu doen en die ook in het Brussels parlement zal verder gezet worden, we zullen daar dus ook de partijen vragen om posities in te nemen. Het zal een beetje dubbel zijn. Dus uiteraard luisteren de Brusselse socialisten ook naar Paul Magnet, dat weten we. Ja, maar nee, het is niet om te lachen, het is zo bedoel. En uiteraard luisteren de Open VLD-liberalen ook naar de Melsenstraat, enfin, soms een beetje meer en soms een beetje minder, maar dat is ook zo in elke partij. En dus wij zullen waarschijnlijk meer dan vroeger parallele debatten hebben. Wat willen de partijen als, zou ik zeggen, als greep op dit debat hebben? En hoe bekijken de verschillende politieke geledingen van die partijen die dan regionaal? En dat zal een bijkomende dimensie geven. Hopelijk zal het op sommige momenten de debatten vergemakkelijken. Ik kan me inbeelden dat op sommige momenten de debatten ook wel zal bemoeilijken. Maar bon, dat is gewoon de realiteit waarmee we werken. Oui, bien sûr, on a beaucoup de débats avec Voreut sur cette question comme sur tous les autres, et je ne vais pas parler au nom de Voreut, mais il y a très très peu de différences de vision entre nous sur les questions institutionnelles, sur l'ensemble des questions d'ailleurs, mais en particulier sur les questions institutionnelles, on a une vision extrêmement proche. C'est d'ailleurs l'occasion de rendre à César ce qui appartient à César et de rappeler que le premier qui a formalisé l'idée de la Belgique à 4 régions, c'était Johan van de la Notte, SPA. Donc voilà, c'est d'abord venu de Flandre avant que ce soit un peu acclimaté en terre francophone. Merci. Sinon, pas de transfert prévu chez nous, je peux vous rassurer. Maxime et Manon, vos conclusions, vos questions. Là, oui. Non, mais je pense qu'effectivement, ici, ce qu'on peut voir, je vais essayer de parler un petit peu moins vite aussi. J'ai l'impression qu'ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 3 solutions au problème que nous, on a montré, c'est-à-dire au problème en termes de finances publiques. C'est ou bien on touche aux équilibres, ça c'est sûr, et alors on va voir comment est-ce qu'on peut réaffecter un certain nombre de montants, et là, on voit qu'en réalité, il n'y a plus beaucoup d'entités où on peut aller en chercher, à part en région flamande, a priori, à part en sécurité sociale, qui est à l'équilibre automatiquement grâce à la dotation d'équilibre. C'est les 2 seules entités qui ne sont pas en déficit plus ou moins fort. Et rappelons aussi ce qui a été dit, c'est que les régions, certes, ont un pouvoir fiscal, et donc elles pourraient lever de l'impôt, ça c'est sûr, mais en tout cas, pour l'instant, si on voit les finances de la région wallonne et de la région bruxelloise, on ne peut pas tout à fait dire qu'un refinancement des communautés via ces 2 régions serait des plus faciles. Je ne dis pas que c'est pas qu'on ne peut pas le faire, je dis juste qu'en tout cas, en tant que chercheur en finances publiques, on peut voir en tout cas très clairement que la situation n'est pas rose. Ce qui nous amène aux 2 autres solutions, les recettes, jouer sur les recettes et jouer sur les dépenses. Globalement, si on regarde les recettes des administrations publiques depuis 25 ans, elles sont stables. Donc, on est sur plus ou moins 50% du PIB, qui a augmenté un petit peu durant les crises, qui a un tout petit peu baissé, mais qui reste vraiment autour de 50%. Et donc, je pense qu'ici, et ce n'est pas du tout à moi de le dire, c'est un choix politique qu'on peut mener et de dire en réalité, 50% du PIB, ce n'est pas le bon niveau, il faudrait peut-être 55%. Et ça, c'est un choix qui peut être fait. Moi, je ne suis pas là pour le dire. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des recettes. Ce qui nous amène au dernier choix, c'est effectivement jouer sur les dépenses. On a évoqué le fait que les dépenses en enseignement sont relativement élevées pour des résultats qui, en tout cas, ne sont pas toujours à la hauteur. Je pense qu'il y a eu une réponse et qu'il y a des volontés que ça change. Mais d'autre part, c'est vrai qu'il y a aussi des grands projets, comme on l'a dit. C'est vrai que le métro bruxellois, effectivement, ça coûte très cher. Certaines études ont montré que
il serait utilisé de manière assez faible. Voilà, je dis bien certaines études. Donc, c'est vrai qu'il y a, à un moment donné, peut-être la question de se poser, comme la guerre de Mons, on s'est dit, bah, il y a quelques problèmes à Mons en termes, ça a coûté très cher. Est-ce qu'on le fera dans le futur? Voilà, c'est des questions, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on pose des choix? Et encore une fois, moi, je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien, je suis là juste pour dire que c'est des choix politiques qui doivent être posés. Merci Manon. Oui, alors peut-être pour commenter par rapport à mon expérience en écrivant ce rapport aussi, un constat que j'ai pu faire, c'est que je me suis plongée dans les budgets, forcément communauté flamande, communauté française, région wallonne. Il y a quand même quelque chose qui est très frappant quand on s'intéresse au budget de la communauté flamande. Déjà, il n'y en a qu'un, donc il n'y a qu'une seule administration, il n'y a qu'un seul appareil étatique. Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et puis aussi, on vous parle de la distinction qu'on a fait entre région et communauté. Ça n'a pas été si évident. Il y a quand même beaucoup de postes budgétaires qui, en fait, mixent les deux domaines de compétences. Donc, on voit toujours séparément cette partie matière personnalisable, matière régionale. En fait, quand on met les deux ensemble, peut-être que la frontière est plus si bien marquée. Voilà. Merci. Paul de Gros, un peu de sagesse. Un micro pour vous. Om te beginnen wil ik geen vijanden maken. Zoals u weet is straks voetbal. En ik zal dus heel kort zijn. Om iedereen de kans te geven vlug naar huis te rijden of te lopen of ik weet niet wat. Om naar de match te kijken. De historiek van de staatshervormingen is er eentje geweest van groeiende complexiteit. Bij elke staatshervorming is dat ding complexer geworden. Meer instellingen, minder transparant. Grote moeite voor de burger om te begrijpen wat er aan de hand is. Terwijl de bedoeling meestal was, tenminste theoretisch, om door staatshervormingen de overheid efficiënter te maken. En we moeten toch zeggen dat dat niet gelukt is. Als er één ding vaststaat, is die wetmatigheid, dat het complexer is geworden en waarschijnlijk minder efficiënt. En als ik dat zo bekijk en naar andere domeinen van het maatschappelijk leven kijk, dan zie ik bijvoorbeeld in de belastingen een gelijkaardig fenomeen. De belastingen worden alsmaar complexer. André, bij verloop van tijd, blijkbaar is er ook een wetmatigheid waarbij de belastingstructuur steeds complexer wordt. En vandaar ook de roep regelmatig in de belastingwetgeving, laten we een grote hervorming doorvoeren om meer vereenvoudiging te hebben. En soms gebeurt dat dan ook, maar na verloop van tijd komt de complexiteit weer om de hoek kijken. Zullen we iets gelijkaardigs hebben met de staatshervormingen? En hier hebben we toch iets nieuws, die roep naar vereenvoudiging, die geleid heeft tot de idee, laten we een federale structuur opzetten met 4, in plaats van de huidige structuur. En op zich heel interessant, heel verleidelijk ook, hè, om te ontsnappen aan die ijzeren wet die zegt dat alles complexer zal worden. En ik moet zeggen, ik ben daar ook door gegrepen geweest door die idee, laten we het op die manier eenvoudiger maken. En een eerste vraag die zich dan natuurlijk stelt is het wel mogelijk? En daar is de grote de verwezenlijking van het Dulbea-rapport toch dat het is mogelijk, maar er zijn een aantal obstakels. De huidige financieringswet zal toch wel moeten veranderen. We zullen daar andere verdeelsleutels moeten gaan hanteren om het mogelijk te maken. En dus het lijkt wel dat het mogelijk zou kunnen zijn. Dat lijkt me dan tot de tweede vraag. Zal het tot minder complexiteit leiden op termijn? En daar moet ik zeggen, ik heb daar geen antwoord op. Ik ben een beetje cynisch. Ik zou zeggen, laten we het doen. Maar de verwevenheid van al die deelgebieden in België is zo groot dat de kans toch groot is dat wanneer we een federale structuur met 4 hebben opgebouwd, dat als een venijn de complexiteit weer zal binnenslijpen.
precies omdat de verwevenheid van al die deelgebieden zo groot is. Ik wil niet met een cynische noot eindigen. Ik denk dat we het moeten doen. Ik denk dat we, meneer Magnet heeft wel gezegd, op lange termijn. Keynes zei op lange termijn zijn we allemaal dood. Ja. Dus moeten we echt zo lang wachten tot we allemaal dood zijn om dat project te lanceren. Ik zou zeggen, laten we toch iets vroeger doen. Laten we het een kans geven. De kansen voor succes zijn beperkt, maar ze bestaan. Dank u voor uw aandacht. Dit is maar toch een beetje opgelegd in het verleden door het Nederland, want de kennis in het proces en de praten. Voilà, bon, on va remercier tout le monde, on va remercier les participants. Une salle bien composée, bien mixte. C'est très, très gai de vous voir nombreux et je vais le dire pour les gens qui ne sont pas de ma génération, on est content aussi de voir cette force de la jeunesse qui est dans la salle. C'est extrêmement réjouissant et c'est porteur de futur. Donc merci beaucoup à vous de vous être déplacés. Merci à ceux qui étaient au cours du chat, qui nous ont suivis depuis chez eux. Et on va remercier les participants, on va remercier Sven Gatz, Paul Magnette, on va remercier les deux experts qui ont plein de travail maintenant complémentaire à faire, Maxime et Manon, le DULBA, leurs experts. On remercie Estelle et Momo qui ont réalisé une hybridation parfaite. Donc, ils ont rendu le compliqué facile. Peut-être qu'on doit leur donner d'autres tâches à l'avenir. Et on vous rend, merci Carole, donc rendez-vous dans nos journaux Le Soir et Le Standard, qui essayent aussi de faire leur part du boulot dans ce chemin d'échange d'informations, de coordination et de voir comment faire mieux fonctionner ce pays. Voilà, bon retour chez vous. Il y a une réception en bas, donc un petit verre qui vous attend dans le salon en bas. Et on vous donne rendez-vous pour de prochains webinars dont on vous réserve la surprise. Merci beaucoup.